Aujourd'hui, je suis très content d'être là parce que ça fait tellement longtemps qu'on devait faire ce podcast, C'est clair. n'est-ce pas? Je suis ravi d'avoir mon invité aujourd'hui parce que, évidemment, c'est une personne que j'ai rencontrée il y a quelques temps déjà, avec qui on a énormément d'affinités sur plein de choses. Mm. Le bien-être, le sport, l'être humain, la vie en général. Je suis aussi très content parce que c'est la première personne que je reçois qui est professionnelle dans le milieu du bien-être et de la santé et du soin. Elle nous reçoit chez elle aujourd'hui dans son atelier de drainage lymphatique et de diagnostic fonctionnel, je l'ai bien dit. On va revenir sur tout ça, sur ce que ça veut dire, ce à quoi ça sert, etc. Théanie, comment ça va? Super. Vraiment, merci. Je suis très, très, très heureuse qu'on puisse enfin organiser ce podcast ensemble. Ben, merci à toi de nous recevoir déjà. On est hyper confo. Je suis trop content de changer de décor. Tu sais, C'est clair. ça fait trop du bien. Et puis c'est tellement joli chez toi que je trouve que ça Merci. s'y prête parfaitement pour ce podcast d'aujourd'hui. Je reviens sur Inspire, hein, sur le podcast en lui-même. Le mot Inspire va être le centre de tout ce qu'on va échanger aujourd'hui. Mhm. Chaque lettre du mot va être un paragraphe qui va nous permettre de te découvrir pour ceux qui ne te connaissent pas, de parler de ton parcours qui est très inspirant et atypique. Et c'est pour ça que je voulais absolument t'avoir dans le podcast aujourd'hui. Donc on va revenir ensemble sur ce mot-là et puis ça va nous permettre d'avancer progressivement dans le podcast. Évidemment, comme je le dis à chaque fois, ça reste une conversation. Même si aujourd'hui je suis là pour t'interviewer, si tu as des questions à me poser, si on part un petit peu dans tous les sens dans la conversation, c'est aussi le but. Mais à chaque fois, le mot Inspire, il va nous faire revenir sur le chemin. Ça marche? J'adore l'idée. Trop cool. On a toujours notre petite tradition, c'est qu'avant que je lance le jingle qui officialise le début du podcast, on va tous les deux, de manière assez spirituelle, inspirer dans le micro. Je lance le jingle et après on est parti. Ok, Est-ce que tu es prête? prête. On inspire? Et Annie, c'est parti pour le podcast. Je suis trop content. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'évidemment, on va commencer par le mot initial, qui est le premier mot du podcast, qui lance tout. Tu rigoles déjà, ça me plaît. C'est le seul challenge que je t'ai imposé avant qu'on se voit, d'accord? C'est de pouvoir me trouver deux mots qui représentent des initiales, donc le T et le L. Un mot qui va représenter évidemment le T et un autre pour le L, sur potentiellement un trait de personnalité, un souvenir, un moment de ta vie, une ville que tu kiffes, bref, quelque chose qui représente ton histoire. T'as trouvé? Clairement, ça n'a pas été facile, franchement. Surtout pour la deuxième lettre, pour C'est être vrai? honnête. Oui, la Ok, première lettre, ça a été instinctif, d'accord. mais la deuxième, c'était assez challenging. Alors, tu sais quoi, on va commencer en douceur. Commençons par la première. Qu'est-ce que tu m'as trouvé pour le T? Alors, pour le T, j'ai trouvé TGV. Ouais, tellement, tellement. Est-ce qu'on a vraiment besoin de développer ce mot? C'est vrai parce que t'es un TGV de ouf, t'avances non-stop, ouais. Complètement. On m'a même sorti dernièrement Torrent. Mais du coup, Mhm. Torrent, c'est un peu moins structuré pour moi, tu vois, parce que ça déborde de partout. Ouais. Alors que TGV, c'est vraiment genre straight, ça va tout droit, ça fonce, et c'est clairement moi. Ok, et c'est ce qui te représente depuis tes débuts, que ce soit quand tu étais jeune, quand tu étais ado et plus tard maintenant dans ta vie d'adulte? Je pense que ça s'est accentué, en Ok, fait. Vraiment. ok, Et je dirais que ça a démarré vraiment à partir de l'adolescence. d'accord. Et depuis que j'ai découvert ce côté entrepreneuriat depuis 2017, c'est exponentiel, quoi. C'est J'ai non-stop. pas de limite, Ah, clairement. c'est génial. Mais c'est ce sur quoi on va revenir, notamment dans ton parcours. Oui, On va garder ces cartouches-là oui. pour le paragraphe de parcours. Mais très bien, TGV, j'adore. Voilà. Alors là, du coup, je suis très intrigué pour le L, parce que tu me dis que tu as galéré. Oui. Dis-moi tout. En fait, j'ai hésité entre deux mots. Ok. Je vais donner le premier, mais comme il se rapprochait beaucoup de TGV, du coup, je me suis dit non, Ok. c'est redondant, Ok. on va pas le mettre. Ok. Mais c'était en anglais, limitless, du coup, en rapport avec, Ouais. avec TGV et le fait que j'ai pas de limite. Ouais. Donc, du coup, je me suis dit non, Ok. là, c'est pas créatif. Si, ça l'est. Mais oui, effectivement, ça se rejoint. ça se rejoint. Ouais. Donc, du coup, je me suis dit ok, alors, du coup, cherche quelque chose d'un peu plus deep qui permet aussi de résumer qui tu es. Et j'ai trouvé le mot loyal, en fait, qui Super. résonne beaucoup en moi Ouais. et qui correspond vraiment à mes valeurs actuelles, encore plus.
qui ont expliqué aussi certains moments de mon histoire, de mon parcours, qui ont renforcé en fait cette valeur pour moi qui est hyper importante, que ce soit dans la partie business comme pro, sachant que dans la partie business, c'est très difficile de trouver des gens loyaux. Très, très difficile quand on entreprend, Oui. qu'on veut justement un petit peu se développer et commencer à collaborer. On y reviendra aussi, mais c'est vrai que c'est une valeur qui est autant, je pense, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, dans la vie sociale, c'est-à-dire nos amis, etc., avec le temps, mine de rien, on fait le tri et on s'entoure de gens avec lesquels on a cette loyauté sans faille et qui nous permet d'éviter de réfléchir. Mais dans le boulot, je suis d'accord avec toi, parfois c'est très compliqué. Mais on y reviendra. Clairement. Super, bah écoute, c'est deux très beaux mots finalement. Ça commence super bien ce podcast. On passe au paragraphe naissance, qui est certainement le paragraphe finalement le plus simple. Naissance pour savoir qui tu es, où tu es né, tes origines, tes débuts dans cette vie. Donc tu es né le 4 novembre 1988. Oui. Tu es né en France, tu es né à Paris. À Clichy. À Clichy, ok, très bien. Mais je sais que tu as ce métissage un peu particulier. Tu nous en parles ? Oui, complètement. Donc déjà, mon prénom donne une petite indication. Ouais. Alors, c'est pas Tahini, parce que, désolée, la parenthèse, mais quand même, je me suis retrouvée des fois à des personnes qui me comparent à une purée de sésame. Donc, c'est vrai. Je ne suis pas une purée de sésame. Même si c'est excellent. Même si c'est bon. Même si c'est bon. Mais non, donc mon prénom, c'est Tehani. Et d'ailleurs, en polynésien, on prononce le H. C'est Tehani. Et donc, effectivement, mon papa est tahitien. Ouais. Donc j'ai toute ma famille du côté de mon père qui vit là-bas. Mon père est le seul à être en France. D'accord. Et ma maman a des origines allemandes. Donc c'est vrai que le métissage est assez fou. Est quand même. Très original. Ouais. Et Tahiti, c'est donc un endroit où tu vas régulièrement ? Alors j'essaye de plus en plus. Je ne suis pas née là-bas, j'ai pas grandi là-bas. Mais par contre, j'essaye depuis ces dernières années de pouvoir y aller au moins une fois par an pour me reconnecter à mes origines. C'est important. Trop bien. Pour moi. Et l'Allemagne ? C'est moins funky. Mais est-ce que... mais du coup, on va le comprendre. Pourquoi est-ce que je suis un peu plus éloignée de ces origines-là et de mon passé, en tout cas, du côté de ma maman. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu moins chaleureux, soyons honnêtes. C'est un peu moins chaleureux. Mais par contre, dans mon caractère, j'ai un peu de côté allemand. Le côté TGV, structuré, discipliné. Bon, bah voilà, tu vois. Super. Est-ce que tu as une petite anecdote ou un premier souvenir d'enfance à nous partager ? Quelque chose en tête, une image, quelque chose qui te revient ? Alors, j'en ai plein. Ok, alors ça c'est cool parce que moi, très souvent, quand je pose cette question dès le début du podcast, les gens, ils froze. Ils me disent, mais attends, je me souviens de rien. Ok. Donc trop bien si tu en as plein. Alors, j'en ai plein. Je dirais qu'elle remonte aux alentours de 4-5 ans, pas avant, pour être honnête. Mais je me souviendrai toujours de cette image. En fait, je suis née à Clichy, mais j'ai grandi à Saint-Ouen. D'accord. Donc, j'ai fait une grosse partie de ma jeunesse dans le 93. Ok. Et à l'époque, on vivait dans un HLM qu'on appelle la Cité Escalier, qui est en face du stade Red Star. Je ne sais pas si ça te parle. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de souvenirs en rapport avec mon papa, parce que mon papa a toujours aimé la musique. Et d'ailleurs, même encore maintenant, il ne peut pas s'empêcher de siffler. Il s'ambiance. Oui, voilà, tout le temps. Et donc, du coup, ma sœur, elle l'appelle Rossignol, c'est assez drôle. Et en fait, quand j'étais petite, je me souviendrai toujours de cette image où il faisait hyper beau, on était dans l'appartement, les fenêtres étaient grandes ouvertes, et mon père, il était en train de s'ambiancer sur Queen, et il mettait la musique, mais à fond. Il avait acheté une chaîne hi-fi, tu sais, avec plusieurs étages, des enceintes énormes. Et il était toujours en train de siffler. Voilà. Il y avait We Are the Champion, il y avait toutes les musiques de Queen, j'adorais. Et du coup, j'ai des super souvenirs de ça. Trop bien. Donc, des moments où tu t'ambiances avec ton papa, où c'est joyeux, où ça danse. C'était en tant que gamine, c'est hyper important. C'est hyper important. La musique a une part importante dans ma vie, mais on en reparlera. Ouais, bien sûr. Et après, sinon, j'ai ces souvenirs de... Parce qu'il y avait les matchs, en fait, qui étaient joués au Red Star. Bien sûr, bien sûr. Donc, mon père squattait ma chambre. Donc, du coup, je dormais dans le lit de mes parents. Parce que mon père squattait ma chambre pour pouvoir regarder les matchs. C'est trop fort. C'est une super anecdote, ça, j'adore. Voilà. J'adore. Donc, tes premiers souvenirs, c'est majoritairement ces échanges-là que tu peux avoir avec ton papa, que ce soit finalement, comme tu te dis, la musique, le sport,
joie de vivre, etc., Complètement. etc. Trop bien. Tu as évidemment dans ta naissance, enfance, tes parents divorcent quand tu as l'âge de 8 8 ans, ans, oui. c'est ça? Donc ça aussi, hein, à un jeune âge. C'est quelque chose qui t'impacte profondément ou voilà, comment tu le vis? Parce que parfois, certaines personnes me disent, j'étais peut-être un peu trop jeune pour m'en rendre compte, et d'autres fois, au contraire, ça a été très impactant sur la suite. Alors, je pense que j'ai pas été marquée en tant que telle par la prise de décision, Ouais, c'est pour ça que je te demande ça. parce que je le réalisais pas forcément. Ok. Et d'ailleurs, j'ai une amie d'enfance qui m'a remémoré ce souvenir-là que je n'avais absolument plus, où en fait j'annonçais mon départ. Et alors la scène, elle est vraiment très drôle parce que j'invite toutes mes copines, on se retrouve pendant la récré dans les toilettes. Et là, genre, je tape un grand écart. What? J'adorais faire le grand écart quand Ok. j'étais petite. Ok. Mais sorti de son contexte, vraiment, je tape Total. un grand. Dans les chiottes. J'adore. Et là, après, tu sais, c'était les toilettes turques, donc du coup, je me mets comme ça, vraiment, en lévitation au-dessus des toilettes turques. Et là, je dis à mes copines, bon, bah voilà, mes parents se séparent. Mais c'est Donc, lunaire ce que tu non, me mais c'est racontes. lunaire, c'est lunaire. Mes parents se séparent, et donc du coup, je vais déménager, en fait, les filles. Je n'habiterai plus ici, je ne serai plus dans cette école. Je Au-dessus vais d'un partir. chiotte turc Voilà. en grand écart. C'est énorme. Ça Ça n'importe n'a quoi. rien à voir. Et quand elle m'a raconté ça, mais je me souvenais plus du tout. Alors, j'ai ces images de Ouais. grand écart dans les toilettes, ça, je m'en souviens très bien. Ok. Mais après, j'ai pas été marquée en tant que telle D'accord. par cette annonce. Je me souviens avoir accompagné ma mère pour visiter en fait l'appartement dans lequel on allait vivre. D'accord. Ce changement de ville aussi, rien à voir parce que je passais du 9-3 au 9-2, Ok. vu que ma mère habite à la Garenne-Colombe. Ok. Et donc, je me souviens de ça. C'est vrai que je me souviens de souvenirs positifs de cette nouvelle maison, ce nouvel D'accord. appartement, même si j'aimais bien l'ancien. Et du coup, mon père, lui, était resté dans l'ancien appartement. D'accord. Et par contre, non, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'énorme tristesse de mon papa. Mon père, D'accord. il était D'accord. meurtri par cette séparation, Ok. vraiment. Donc c'était pas finalement une décision commune, Mm. c'était plus ta maman qui a Ouais, enclenché c'est la ma mère qui est séparation. partie. D'accord. Ouais. Et c'est ta maman qui a eu la garde. Ma mère, elle a eu la garde et on voyait D'accord. mon père un week-end sur 2. D'accord. Et ça, ça te marque visiblement, même encore Complètement. maintenant quand tu m'en parles. C'est quelque chose dont tu as souffert, cette séparation malgré tout avec ton papa, avec qui visiblement, dès le début de ta jeunesse, ta jeune vie, avec qui tu as eu des liens forts. Alors oui, j'en ai souffert. Ça m'a fait beaucoup de mal de le voir triste. Et en fait, quand elle a commencé à faire rentrer très rapidement, j'ai pas envie de mettre le mot beau-père parce que tu comprendras plus tard, mais Ouais. en tout cas, c'est ce nouvel homme dans sa vie. Il est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. Et il n'y a pas eu de communication, il n'y a pas eu d'explication. Et du coup, ça a été très violent. Et pour moi, il n'avait pas sa place, en fait, parce que de une, il me volait ma mère. Et de deux, mon père, à côté, il était hyper triste, quoi. Bien sûr. Et il est arrivé tôt dans cette nouvelle vie. Complètement. Je pense qu'on parle de quelques mois après s'être installé dans D'accord. le nouvel appartement Oui, avec donc à elle, peine quoi. le temps de digérer Complètement. la nouvelle vie, qu'une nouvelle vie qu'on t'impose commence. Ok, d'accord. Complètement. D'accord. Très bien. Du coup, ça forge, j'imagine, un petit peu des années délicates aussi dans ton adolescence. On avance un peu plus. À 13 ans, ça fera partie aussi de ton parcours, mais on en parle un peu parce que c'est tellement tôt. Tu m'expliques que ta maman, elle décide de te faire partir de l'appartement. En gros, mettons les mots dessus, elle te vire, c'est ça? Tu peux nous raconter ça parce que c'est quand même assez rare. Alors, c'est hyper rare et moi maintenant, en étant mère, je t'avoue que pour moi, c'est inconcevable, Bien sûr. très clairement. Sachant que ce qui est assez fou, c'est que ma mère, elle a vécu dans des familles d'accueil pendant toute sa jeunesse Ok. parce que sa maman était malade et elle avait la tuberculose. Ok. Et donc, du coup, elle était incapable de s'occuper de ma mère et ma tante puisqu'elles sont 2 jumelles. Et d'ailleurs, ma mère ne parle plus à sa jumelle. Donc, Oh la vache. ça montre un peu le contexte. Ouais. Et donc, c'était assez inconcevable de se dire qu'une femme qui a été élevée dans des familles d'accueil pendant toute son enfance, donc qui a ni profité de la présence de sa mère et encore moins de mon grand-père, du coup, parce qu'il était très engagé d'un point de vue militaire, donc il n'a pas D'accord. été très présent. D'accord. Je pense que plus le temps passe et plus il y a plein de choses sur lesquelles je suis de plus en plus clairvoyante et je comprends mieux ce qui a pu se passer. Et c'est vrai que l'arrivée de ce nouvel homme dans la vie de ma mère a été très compliquée parce qu'il récupérait quand même
moi et ma sœur. Bien sûr. Ma Bien sœur sûr. qui a 5 ans de moins que moi. Ok. Et lui, il avait une fille avec une autre femme qui malheureusement est décédée, dont il n'avait pas la garde. Donc c'était quelque chose d'assez étrange, D'accord. assez flou. Pas forcément stable aussi pour un Exactement. enfant de ton âge à l'époque, quoi. Exactement. Et il est arrivé dans la vie de ma mère et tout de suite, il a vraiment voulu reconstruire quelque chose avec elle, ce qui est normal. Et ma mère aussi, mais en même temps, plus le temps passait, plus moi je grandissais et plus il y avait plein de désaccords, mais je pense que c'est normal parce que ça fait partie de l'adolescence. Bien sûr. Et du coup, ça lui convenait pas à lui, à son mode éducatif. Et elle, qui est overprotectrice, mais aussi beaucoup dans le contrôle, en fait, de voir que je commençais petit à petit à essayer de m'émanciper et à devenir, en Bien sûr. fait, quelqu'un, à me construire, quoi. Ah, une adolescente, une jeune fille adolescente qui se cherche, enfin comme tout le monde quand on traverse cet âge en plus. Exact. Et c'est là que petit à petit a commencé à rentrer beaucoup de conflits avec ma mère, mais du coup avec mon beau-père qui la poussait pour pouvoir garder ce cadre. Et en fait, au fur et à mesure du temps, ça a commencé à devenir de la maltraitance. Et puis, il y a eu des choses qui se sont passées encore plus graves je pense qu'on peut parler d'inceste, hein, très clairement, du beau-père venant de moi. D'accord. Et du coup, c'était trop pour moi. Je me retrouvais, je donne des exemples parce que c'est terrible, mais tu vois, je rentrais du collège. Moi, comme j'aimais beaucoup la musique, j'adorais me mettre à l'époque devant M6 Musique Bien sûr. ou MTV. La base. Et voilà, et je regardais les clips et en fait, je chantais et je dansais en même temps. J'adorais ça. On l'a tous fait, Mais ça, oui, cette période-là, c'était génial. c'était génial. Et en fait, ma mère, ça l'insupportait parce qu'elle voulait absolument que je contrôler tout ce que je faisais, en fait. Donc, du coup, elle voulait que je regarde pas la télé. Donc, elle avait bloqué la télé, elle avait mis un code, il planquait la télécommande. J'avais pas le droit d'appeler mes copines. Donc, du coup, elle avait débranché le téléphone et pris le câble. C'était elle qui me coupait les cheveux. Elle voulait pas m'emmener chez le coiffeur. Donc, D'accord. t'imagines, 5e, 4e, c'est dur, tu vois. Elle choisissait mes vêtements. Ah ouais, c'était un contrôle à outrance. Voilà. Je mangeais toute seule dans ma chambre. J'avais pas le droit de manger avec eux. Je pouvais jouer dans ma chambre, mais en fait, c'était vraiment le cadre dans lequel j'étais autorisée, entre guillemets, à m'épanouir. Mais à part ça, tout était absolument contrôlé. Et puis ensuite, ils ont eu un enfant ensemble. D'accord. Et donc, moi, je l'ai connue très peu parce qu'elle est née en 2000 et tu vois, fin 2000, début 2003, je suis partie. D'accord. Donc, je les ai beaucoup aidés parce que pour moi, c'était comme ma petite sœur, en fait. Je faisais pas de différence. Mais à côté de ça, on sentait que de plus en plus, pour lui, en fait, il avait atteint son objectif, c'est-à-dire de reconstruire une famille avec ma mère. C'est ça Et qui a poussé d'essayer c'est ça qui a poussé ta mère à faire cette décision, parce qu'à l'âge de 13 ans, enfin, je suis désolé de revenir là-dessus, mais enfin, qu'est-ce qui fait que elle te dit tu pars maintenant. En fait, c'était tellement conflictuel, moi, j'en pouvais plus. Ok. J'ai appelé mon père en lui disant: «Papa, je peux plus, vraiment, c'est trop dur, je peux rien faire, j'ai le droit de rien faire». Et donc mon père essayait de rentrer en communication avec ma mère, mais c'était hyper conflictuel. Et du coup, pendant les vacances de février, il dit à ma mère: «Écoute, je vais prendre Théanie pendant les 15 jours des vacances. On va se retrouver un peu tous les 2 et on va discuter, quoi». Et donc j'en ai profité de cette période-là, ça m'a fait du bien parce que mon père est à l'opposé de ma mère. Donc liberté absolue, ça a d'ailleurs été dur pour moi de me retrouver dans quelque chose de complètement Oui, où tu avais une liberté de restricté. mouvement, Voilà. tu pouvais t'épanouir sereinement, quoi. En fait, ça a été un choc pour moi, Ok. vraiment. J'en ai beaucoup souffert. Et du coup, en fait, ces 15 jours avec mon père m'ont permis à la fois de me retrouver avec lui, mais aussi de me poser les bonnes questions. Et il m'a dit: «Tu sais, maintenant, tu es en âge de décider. Si tu souhaites venir vivre à la maison, sache que tu peux. Il y a des règles à la maison, parce que c'est important qu'il y ait des règles. Bien sûr. Mais tu peux venir, la porte, elle est grande ouverte, il y a pas de problème». Et donc, je rentre, je m'en souviendrai toujours. C'était un dimanche, le lendemain, j'avais école. Et je lui dis: «Écoute maman, j'ai bien réfléchi, j'ai discuté avec papa et j'aimerais aller vivre chez papa». Et là, elle me dit: «De toute façon, tu veux me faire passer pour une mauvaise mère. Je le sais. Puisque c'est comme ça, tu dégages tout de suite». Voilà, donc il était, je sais pas moi, à 20h30, un dimanche soir, j'avais école le lendemain. Et donc du coup, elle annonce ça à mon beau-père et mon beau-père, il dit: «OK, on va la déposer». Donc j'ai même pas eu le temps j'ai pris juste mon sac de cours, c'est tout. C'est pas vrai. Ouais. Et donc ils m'emmènent tous les 2
retrouver mon père qui, en fait, en plus, c'était un dîner, donc c'était le bazar parce que mon père était très engagé politiquement. Il est communiste, donc il était très engagé politiquement. Du coup, il était à un débat dîner où il pouvait pas trop s'extraire, c'était compliqué. Donc, on m'a déposé chez des amis de mon père à Porte de Pantin. Il était, franchement, mais c'est glauque, c'était glauque as fuck. Mais vraiment, quand je repense à ça, je me disais, mais c'est horrible, tu vois. Et ils avaient laissé donc ma petite sœur, qui avait 5 ans de moins que moi, donc 8 ans, avec mon autre petite sœur qui avait même pas 2 ans, tu vois, toute seule à la maison. Et ils m'avaient déposé tous les deux parce que ma mère n'avait pas le permis, donc elle pouvait pas se déplacer. Bref, il y avait aucune raison de réagir comme ça et de prendre des décisions hâtives comme ça, c'était pas justifié. D'accord. Donc je me retrouve chez mon père, j'étais extrêmement mal. Et mon père me rassure, me dit t'inquiète pas, ça va aller. Du coup, je vais contacter mon avocat, on va voir comment est-ce qu'on peut faire les choses pour que ce soit. Il prend les choses en charge. Complètement. D'accord. Complètement. Donc me rassure, me sécurise. Et donc le jugement a lieu. Et en fait, dans le jugement, il était indiqué qu'une fois tous les 15 jours, je pouvais aller voir ma mère. Mais sauf que moi, au début, je voulais pas rester dormir là-bas à cause de son mec. Oui, et puis surtout à cause de ce qu'ils t'ont imposé, quoi. Enfin, t'as plus envie d'aller d'y foutre un pied, quoi, soyons clairs. Exactement. Donc mon père, il disait, mais tu sais, c'est important, c'est ta mère, il faut que tu gardes contact avec elle, la voir, parce que lui, en fait, tu sais, ces liens karmiques, pour moi, ils sont tellement forts et j'y crois tellement que, en fait, mon père a vécu la même chose avec sa mère. Parce que quand il est arrivé en France, il avait 6 ans. Et en fait, ma grand-mère, pardon, lapsus, du jour au lendemain, elle est partie, elle est retournée vivre à Tahiti, elle a laissé 3 gosses à mon grand-père. Donc mon père avait à peu près mon âge. Donc, il y a vraiment cette historique familiale. Karmique. Et donc, du coup, pour lui, c'était hyper important que je garde contact avec ma mère parce qu'il voulait pas justement que je reproduise la même chose que lui. Mais pourtant, c'était tellement dur. Bien sûr. Et donc, j'ai essayé 2-3 fois et je lui ai dit, papa, franchement, je me souviens de cette phrase, je lui ai dit, écoute, si je continue à aller voir maman, je me tire une balle dans la tête. Donc, il faut que tu arrêtes. Stop. On arrête. Il m'a dit, ok, d'accord, pas de problème. T'as quel âge à ce moment-là? Je force pas. 13-14 ans. Ça n'a pas duré très longtemps. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire, parce qu'à 13 ans, tu pars, t'essaies, on va dire, entre 13 et 14 ans, tu essaies de garder le contact avec ta mère. Tu te rends compte que psychologiquement, ça t'aide pas. Trop dur. Plutôt même le contraire. Donc, tu décides, allez, on va dire, à 14 ans, de couper les ponts définitivement, c'est ça? Exactement. Et donc, de reconstruire ta vie à l'aide de ton papa, j'imagine. C'est un peu bateau comme question, mais comment on se reconstruit de ça? Déjà, de 1, est-ce que psychologiquement, il y a une forme de suivi? Est-ce que tu es suivi psychologiquement? Ok, très bien. Ça, c'est important de le dire parce que c'est vrai que c'est pas toujours une démarche qui est facile, surtout à l'adolescence. Et potentiellement, les parents qui n'ont pas grandi avec cette culture de la psychologie, etc. Je ne sais pas si pour ton père, c'était quelque chose d'important ou pas. Mais il n'y a pas toujours tous les adolescents qui vivent des traumatismes comme ça, qui s'orientent vers des psychologues. Toi, c'est ton cas. Oui, et il a été très ouvert sur le sujet pour le coup. C'est lui qui fait la démarche ou c'est toi? Non, c'est lui qui me trouve le psychologue. Super. Et moi, je lui dis, je suis OK, let's go, en fait. Ok. Mais en parallèle de ça, ça a été encore plus challenging pour lui parce que du coup, j'avais encore ma sœur qui était là-bas. Bien sûr. Et ma sœur, ils lui ont fait vivre l'enfer puissance 10 parce que du coup, comme moi j'étais partie, lui il s'est vengé sur ma petite sœur. Et en fait, mon père, il a essayé de mettre en place plein de choses pour pouvoir la récupérer beaucoup plus vite que prévu. Et un jour, elle a fugué, en fait. Elle est venue et elle a fugué. D'accord. Et là, il a dit, bon, ok, je récupère les deux et on repasse à nouveau devant le juge pour que je puisse avoir la garde. Ma petite sœur Mariva, elle voulait même pas essayer de faire des week-ends alternés. C'était hors de question pour elle. Et donc, je l'ai récupérée très peu de temps après. Ça devait être 2-3 ans après, mais elle a quand même vécu 2-3 ans d'enfer, quoi. Comment aujourd'hui, elle s'en est remise de ça? Tu estimes qu'elle s'en est remise? Je pense qu'on garde des séquelles, toutes les deux, à notre image. Bien sûr. Elle veut absolument plus entendre parler de ma mère. Pour elle, elle est morte. D'accord. Peut-être c'est dur. Hein. Ouais, c'est dur à entendre, surtout en étant mère. Bien sûr. Du coup, c'est encore plus dur d'entendre ça. Parce que je me disais souvent, tu vois, j'avais des copines qui avaient perdu leur maman parce qu'elles étaient décédées d'un cancer ou autre. Et je trouvais ça tellement triste de me dire qu'elles auraient aimé être avec leur mère, mais elle n'était plus sur Terre. Bien sûr. Et moi, ma mère est sur Terre, mais en fait, c'est impossible d'être avec elle, quoi. Parce qu'elle avait fait son choix. Aujourd'hui, tu as des contacts encore avec elle ou tu la vois ou j'ai repris contact avec elle il y a 3 ans, sortie du premier confinement. Wow. En mode healing, tu vois. C'était vraiment l'objectif. Et vous étiez pas vus pendant combien de temps? 17 ans. Incroyable. Incroyable. Et c'est toi qui as eu cette démarche-là? Tu as eu quoi, comme une révélation de te dire
l'eau a coulé sous les ponts, j'ai envie d'essayer quelque chose? C'est ça qui s'est passé? Non, en fait, Non? c'était vraiment dans un objectif de travail sur moi. À l'époque, j'étais suivie par une énergéticienne qui m'avait dit, «Il faut réparer les choses, c'est important pour ta fille, pour toi. Recontacte-la et tu verras, en fait. Jette une bouteille d'eau à la mer et tu verras». Et c'est vrai que je m'y attendais pas. J'ai pris mon courage à 2 mains parce que souvent, c'est difficile quand on entame ce type de démarche. On se Bien dit, sûr. ça fait peur quand même parce que Ouais. du coup, on se protège. Ah, et puis tu dis: «Ça va m'amener où, en fait?» Ouais, c'est ça et puis ça réveille aussi plein de choses. Mmh. Donc du coup, je me suis dit en fait, à chaque fois, j'attendais parce que j'ai quand même eu cette interrogation quand je suis tombée enceinte de me dire, «Est-ce que je lui dis que je suis enceinte et qu'elle va être grand-mère?» Mmh. Et puis j'avais peur, comme je savais que ton enfant, tu vois, il ressent tout quand tu es enceinte, Bien sûr, j'avais peur d'être mal et que ma fille, elle ressente ça. bien sûr. Donc je voulais pas vivre ça, du coup, j'ai repoussé et ensuite, à un moment donné, quand cette femme-là m'a encouragée à la recontacter, je me suis dit: «OK», bah, j'ai pris une photo de Margot et moi où j'ai écrit, voilà: «Sache que tu es grand-mère, Margot, est née, le 15 juin 2018, si jamais tu veux la rencontrer, bah, tu es la bienvenue, on le fera avec plaisir». Et je lui ai posté la lettre parce que j'avais que son adresse, j'avais pas son numéro de téléphone, j'avais pas son adresse email, j'avais rien Waouh! et j'avais laissé mon numéro de téléphone. Elle m'a envoyé un message Mmh. et elle m'a dit, «Donne-moi ton email, je préfère qu'on communique par email» et heu OK. et donc voilà et donc j'ai repris contact avec elle, par l'intermédiaire d'une médiatrice parce qu'en fait au début on s'échangeait des emails mais c'était des règlements de compte. En fait, ça n'avait pas de fin, tu vois? C'était pas constructif. Oui, tu as tous les fantômes du passé qui ressortent et puis, Complètement. Elle ouais. voulait des réponses, Mmh. moi je voulais des réponses aussi. «Pourquoi est-ce que tu as fait ça?» et cetera et donc ça n'avançait pas. Oui, vous sortiez finalement de l'intérêt, majeur de reprendre contact, c'est juste se revoir Oui, et faire le point. oui. Vous étiez en mode, on va essayer d'effacer un petit peu les fantômes du passé et puis essayer de se défendre l'un et l'autre, ce qui est insupportable en soi, en plus et à distance, Ah, j'imagine? c'était insupportable parce que c'est tellement sujet à interprétation, tu vois? Exactement. Les écrits, tu peux Bien interpréter sûr, comme bah, tu quand veux. tu te prends la tête avec quelqu'un Voilà, par texto, c'est infernal. Tu sais, c'est plutôt que de horrible. t'appeler, tu vas Oui. toujours continuer à essayer Non, de mais t'envoyer c'est des pas textos possible. horribles, bien sûr, ouais, c'est insupportable. Voilà et donc du coup, en fait, elle a pris cette, initiative parce qu'à à la fin, moi, je lui ai dit: «Écoute, bon, bah, chacune reste, campée sur ses positions, c'est pas grave, c'est tout». Au moins, j'ai fait cette démarche et là, je reçois un appel d'une médiatrice qui me dit: «Voilà, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la médiation judiciaire, je suis une médiatrice, votre maman m'a contactée, elle aimerait bien vous revoir, mais elle a peur, elle souhaiterait être accompagnée d'une personne tierce, est-ce que c'est OK pour vous? Voilà comment ça se passe. On va d'abord se voir toutes les 2 et ensuite à la suite de cette rencontre toutes les 2, si vous le souhaitez, vous pouvez vous voir, D'accord. en ma compagnie toutes les 2. Et donc je vois cette femme et là, elle discute avec moi, elle m'explique quand même qu'il y a un lien karmique assez puissant, de par, elle, son histoire, mais aussi ce qui s'est passé avec mon père, donc c'est quand même important de travailler là-dessus et cetera et elle me dit: «Par contre, je vous préviens, ne vous faites pas d'image par rapport à la personne qu'elle est, parce qu'elle n'est plus la personne que vous imaginez, en fait». Mmh. Et donc là, dans ma tête, je me suis dit: «Waouh, je vais voir un monstre», Mmh. et puis je me faisais des films par rapport à ces emails, tu vois? Je me Bien suis sûr. dit: «Waouh!» Franchement, j'étais en stress total Bah, c'est normal. et quand je l'ai vue, déjà physiquement, je l'ai pas reconnue Ouais, parce elle a pris beaucoup de poids, OK, donc en rapport, tu vois, avec le mal-être, hein, parce que bien je sais sûr. qu'elle a beaucoup souffert et hem et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps C'est logique, et elle c'est aussi. logique C'était ouf. et heu et aujourd'hui, vous arrivez à avoir un peu cette relation ou pas du tout? Comment ça s'est passé par la suite? Parce qu'évidemment, ce que tu me racontes, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, tu es très ému Oui. mais c'est logique, c'est-à-dire qu'en plus, c'est très récent. Mmh. Heu, avec tout ce qui s'est passé dans ta jeune vie, revoir cette personne qui finalement a été à l'origine un peu du mal, du mal-être que tu as vécu, heu et effectivement avoir ce recul d'une femme aujourd'hui adulte, accomplie, qui a entrepris, qui est maman, ça a dû te faire extrêmement bizarre. Comment ça se passe aujourd'hui? Ben, pardon. Mais je t'en prie, il y a pas de souci. Il y a pas de souci, c'est normal, Annie et puis je te remercie de nous partager ça parce que franchement, c'est aussi pour ça que je voulais t'avoir parce que, tu sais, ce podcast, il est fait aussi pour des gens qui ont peut-être vécu la même chose que toi. Mmh mh.
C'est clair. En tout cas, Et quand je vois comment tu rebondis, et tu as rebondi de tout ça, et on va en parler dans un parcours assez incroyable, qui va nous donner le sourire, j'en suis persuadé, c'est aussi une lueur d'espoir pour des gens qui vivent ce genre de choses. C'est clair. Donc, aujourd'hui, tu as des contacts avec elle encore ou pas? Oui, oui, oui. En Ok. fait, on se voit, je dirais une fois tous les 2 mois, quelque chose comme ça. Ok. Elle vient à la maison. Ok. On passe du temps avec ma fille, donc c'est super. Elle a beaucoup d'espoir parce elle aimerait pouvoir vivre certaines choses avec elle, certaines choses avec moi qui sont malheureusement pas possibles, tu vois? Parce qu'elle a toujours cet homme dans sa vie, en fait. Ok. Ok. Mais toi, tu arrives à faire maintenant, en tant qu'adulte et maman, la séparation entre, qui va être pas facile, hein, ce que tu as vécu en tant que jeune fille, et donc le marasme dans lequel tu te retrouvais dans cette relation qui ne te convenait pas, qui a fait en sorte que tu coupes les ponts avec ta mère, et aujourd'hui ta vie de femme accomplie, et juste ta maman, tu arrives quand même à profiter de ces moments quand tu es avec elle? Moi, beaucoup plus qu'elle, j'ai Ok. l'impression, parce que, Ok. elle peut pas s'empêcher à chaque fois, tu vois, de faire des flashbacks du passé, Ah bah, c'est elle en est normal. oui, 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 c'est normal. Parce qu'elle a pas, si elle n'a pas fait le travail pour se Non, elle a soigner, pas bossé sur voilà, elle. c'est ça. Elle a pas bossé sur C'est elle. ça. Donc, elle est beaucoup dans le regret, elle a beaucoup de regrets, beaucoup de peine, beaucoup de tristesse et c'est dur pour elle, je pense et ça me fait de la peine parce que, à chaque fois qu'on se voit, tu vois, à un moment donné, elle va pleurer parce qu'elle va penser à des choses qui se sont passées ou qu'on vit et qu'elle a pas vécu, des années auparavant, donc ça lui fait beaucoup de peine. Bien sûr. Mais je prends ce qu'il y a à prendre, tu vois? Ben, c'est super. C'est super. On avance un peu. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Non, franchement, sans blague. Merci beaucoup. Euh, on passe aux sources d'inspiration. Attention, grosse transition. Mais c'est important. Mais bien sûr, c'est très important justement parce que bon, on avance un petit peu dans cette adolescence, on l'a compris, qui a été très difficile. Tu arrives quand même à te reconstruire et aussi grâce au soutien de ton papa. Mmh. Tu vis une scolarité finalement plutôt assez classique. Et puis, j'avance à l'âge de 20 ans, tu te découvres une passion. C'est pour ça que je l'ai mis dans le paragraphe source d'inspiration. Tu te découvres une passion pour le sport, Mmh. pour la muscu et pour le corps, hein, c'est ça. Est-ce que c'est ça qui t'inspire suffisamment et qui t'aide à passer à autre chose? Tu peux nous raconter comment tu découvres ça? Comment ça se passe? Alors, j'ai même envie de remonter avant parce que Ouais, je réfléchissais quand tu me posais la question des sources d'inspiration. ouais, C'est vrai que j'ai toujours été, à fond dans les études mmh, et les amoureux que j'ai eus en face, m'ont encore plus encouragée dans ce sens-là et je repense notamment à un amoureux avec qui j'étais, parce que je tombais amoureuse parce que j'allais chercher ce manque d'amour maternel que j'avais pas, tu évidemment, vois? Donc évidemment. je construisais des histoires assez incroyables, d'où cette loyauté dont je parlais, Ouais, c'était vraiment important pour moi et j'étais, juste avant d'être, à 20 ans avec cette personne-là qui m'a beaucoup inspirée sur la partie sport. J'ai été pendant 3 ans avec un garçon, qui a préparé, des études pour rentrer à Sciences Po et cetera. Donc, je m'étais vraiment plongée dans cette scolarité pour pouvoir, essayer de faire, des études, qui me plaisent. Puisque ma mère était persuadée que, de toute façon, je réussirais pas dans la vie évidemment. et que je ferais des études, technologiques et que je finirais vendeuse, tu vois? Donc ça m'a beaucoup boostée dans ma niaque de réussir aujourd'hui. Et c'est vrai qu'après, m'être séparée de ce garçon, j'ai rencontré parce que je bossais en parallèle de mes études, de droit, parce que j'ai Ouais. fait du droit. On va y venir sur ton parcours, c'est assez ouf d'ailleurs. Voilà. Ouais. Je bossais, en parallèle, dans un magasin Leclerc et je rencontre, ce jeune homme qui s'appelle Aymeric et il était, à fond dans le sport, à fond dans la muscu notamment et moi, à cette période-là, je faisais de l'équitation parce que j'ai toujours Ok. aimé le cheval depuis l'âge de 6 ans. Ok. Et je me disais: «OK, l'équitation, c'est bien, mais ça défoule pas assez, et puis bon, quand même, il est beau gosse, j'ai envie d'être jolie, aussi, T'avais et envie de de le lui plaire, séduire, ouais, quoi». ouais, Mais t'avais oui, envie de le séduire. complètement, lui Ok, ok. plaire. Bah, quand on a 20 ans, forcément, c'est à ça qu'on pense en premier, évidemment, hein. On veut plaire physiquement, on veut attirer l'œil. Donc tu te dis, tiens, je vais utiliser sa passion pour
pour un peu le draguer? Exactement. Ok, génial. Et ce qui est assez cool, c'est qu'il m'a vraiment encouragée et pris un peu sous son aile en me disant: «Il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça» et cetera. Donc je me souviens encore de ces moments où on faisait des sessions training ensemble, c'était Ok, assez drôle. ok. Et pareil sur la food, il a commencé à me faire prendre conscience que c'était important de manger si tu voulais prendre de la masse musculaire et cetera. Ce qui était pas du tout mon cas parce qu'à l'époque, j'étais même un peu de border TCA, tu vois? Ouais, Donc bien sûr. trouble du comportement Ouais, alimentaire, donc il m'a quand même pas mal boosté là-dessus d'accord. et c'est de là qu'est vraiment arrivée ma passion pour le corps, pour le sport de manière générale, pouvoir se défouler, se surpasser et Donc ouais, le caractère, évidemment, sport, ben, on l'a compris, esthétique, ouais. l'esthétique du corps, la silhouette, l'aspect tonique, la masse musculaire, Mmh. mais aussi l'aspect mental dans, comme tu le disais, le dépassement de soi, la performance, et puis finalement la productivité au quotidien. Ça, tu sens que ça commence à Alors, avoir un déclic? plus le côté performance que la partie productivité, je l'ai D'accord. eu, bien plus Un peu plus tard. tard, ouais. Mais, effectivement, esthétique et performance, ça a vraiment été mes 2 moteurs, au début, quoi. D'accord. Donc c'est lui finalement une source d'inspiration qui t'a permis de mettre vraiment les deux pieds dans la partie sport et bien-être. Oui, Super. complètement. Est-ce que un peu plus tard dans ta vie, t'as eu un mentor? Est-ce que tu as eu quelqu'un qui t'a donné des clés, qui t'a ouvert une porte, qui t'a permis d'essayer d'entreprendre? Je te dis ça, je prends souvent le même exemple. Moi, j'ai vraiment eu un mentor dans Mmh. le sport. Quand je suis rentré chez les sapeurs-pompiers professionnels, après ma carrière de sportif, j'ai vraiment un sous-officier qui m'a pris sous son aile, Mmh. qui m'a lancé dans le domaine du sport parce qu'il avait peut-être vu en moi quelque chose que moi je ne voyais pas sur bah, l'apprentissage, la transmission, la motivation, etc. Et je sais que c'est cette personne-là qui m'a donné le goût et l'envie de pouvoir enseigner, encadrer et puis vivre de ma passion. Est-ce que toi, tu as eu quelqu'un d'autre dans ton cursus peut-être professionnel qui t'a permis de passer à une étape supérieure? Eh bien, pour tout te dire, c'est assez récent. Ok, Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai toujours, défoncé les portes. TGV. Voilà et j'ai toujours, été, entre guillemets j'ai toujours su saisir en fait les opportunités et puis, c'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir accès à de l'information, donc c'est positif, c'est négatif, hein, ça Oui, dépend de quel point de vue on le voit. bien sûr. Moi j'essaye en tout cas d'aller chercher de l'information qui me nourrisse et on trouve des gens exceptionnels sur Insta. Ouais. J'ai aujourd'hui quelqu'un qui me coach sur la partie entrepreneuriale, qui est intéressant également. Donc, je pense que un bon mix des 2 fait qu'on peut devenir, quelqu'un d'extraordinaire, vraiment. Génial. Et puis, Et ce podcast en fait partie aussi, très clairement, c'est top, franchement. merci. C'est génial. Écoute, de toute façon, moi, je dis toujours la même chose, surtout quand on entreprend, et je pense que tu es tout à fait d'accord avec moi, même si je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il faut être à l'initiative, c'est-à-dire que on peut avoir des rêves, mais sans les actions et sans poser des actions sur les choses, il se passe rien, on est bien d'accord. Complètement. Mais aussi, on peut pas toujours tout réussir seul. Mmh. Et on a besoin de gens qui croient en nous, qui évidemment sont à l'initiative de bah tiens, je vais te présenter un tel. Ah oui, j'ai pensé à ça. Peut-être qu'on peut faire Mmh. ça. Peut-être que je peux t'aider pour ci ou pour ça. Je trouve que la réussite, c'est aussi du partage et c'est savoir s'entourer des bonnes personnes. C'est clair. Donc, toi, tu as la sensation, à travers ton parcours et l'évolution dans lequel on va revenir là, qu'à chaque fois, il y a eu des personnes qui t'ont permis de pouvoir soit te challenger, Mmh. soit de passer à une étape supérieure, c'est ça? Complètement. Ok. Ben, on peut les considérer un peu comme des mentors ou des Mmh. sources d'inspiration aussi, tout à fait. Ce qui a permis de construire un parcours assez incroyable et atypique. On passe au parcours. Alors là, j'ai envie de te dire, quand j'ai quand même appris à te connaître, je me suis dit, il va falloir qu'on arrive à condenser tout ça parce que c'est assez ouf. Donc, évidemment, toute la partie sport, musculation, qui devient un petit peu obsessionnelle aussi, hein, je dirais, Mmh. à un moment donné, on en a parlé à travers ton amoureux de l'époque, Oui. qui te donne cette passion-là. Et puis après, on passe finalement aussi au parcours professionnel, que je trouve très atypique et hyper intéressant. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu voulais être avocate au départ, c'est ça? Oui. Alors, attends, ça faut que tu m'expliques. Alors attends, avant d'être avocate, je voulais être notaire. Très bien. Oui. Donc mais j'ai fait, parce qu'on a la chance quand même de pouvoir faire des stages. Oui. Donc j'ai fait un stage dans une étude notariale. C'était terrible. J'étais assise derrière un bureau avec des piles de dossiers. Qu'est-ce que je te vois pas noteur? Voilà, donc du coup, je me suis dit: «Non, je ne serai pas notaire»
Et donc, c'est vrai qu'en fait, après le bac, j'ai intégré une licence de droit. Ok. Je pense que c'était un petit peu, il y avait un peu de revanche sur toute mon histoire, un sentiment d'injustice vis-à-vis de ma mère et de son mec. Et vraiment cette soif de revanche sur plein de sujets. Puis l'envie aussi de pouvoir, je sais pas moi, défendre juridiquement des personnes à qui c'est arrivé aussi, c'est ça? Complètement, complètement, ce souhait de justice, en fait. Et d'ailleurs, la justice, enfin, ce mot justice, c'est un mot hyper important pour moi. Et donc, je rentre en licence de droit et je me dis, bon, alors du coup, notaire, non. Et en fait, je tombe amoureuse de mon prof de droit administratif. Mais vraiment, genre, je T'es une trouve grosse cet homme... romantique, toi. Ah, je suis une romantique de dingue. C'est génial. Et du coup, cet homme avait réussi à me faire aimer le droit administratif. Et donc, comme j'étais aussi très sensible à l'environnement, et c'est toujours mon cas d'ailleurs, du coup, je me suis dit, OK, je vais devenir avocate en droit de l'environnement. Incroyable. Donc, je me suis plongée à fond là-dedans. Et comme je devais bosser en parallèle de mes études. Ouais, c'est ce que tu m'as dit. Tu bosses pour une célèbre marque de boissons énergisante. Voilà. Énergétique, ouais. Bien trop sucré à mon goût, mais bref. On est d'accord. Punaise. En plus, tu sais que c'était terrible parce qu'on avait le droit de boire que ça et de l'eau. Non, mais tu vois, comment rendre les gens addicts en fait. Je repense à ça maintenant. Bien sûr. Je me dis, mais c'est pas possible. Donc, tu bosses pour eux parce que faut que tu finances tes études, voilà, c'est ça? Exactement. Et en fait, donc, je découvre le street marketing parce que je faisais du street marketing pour la boîte. Et je me dis, mais j'adore ça. Être ambassadrice. Le commerce, essayer de vendre, présenter une marque, etc. Tu développes un peu cette capacité, tu te rends compte que tu kiffes. J'adore. Et puis surtout, c'est moi en fait. Tu vois, ça résonne vraiment comme... je suis à moi à 100%. Je suis moi, pardon, à 100%. Donc du coup, je réfléchis, je me dis, ok, non, en fait, il faut que je fasse une école de commerce. En pleine licence de droit, tu as ce truc. D'accord. Donc, j'arrive au bout de ma licence, j'obtiens ma licence. Et félicitations déjà. Merci. Non, mais parce que c'est quand même ouf. Tu vois, tu te dis, tu développes ça pendant tes études de droit et puis tu veux quand même aller au bout. Donc, tu as ce truc de je vais finir ce que j'ai commencé. Oui. Ok. Ah oui, non, je laisse pas les choses à moitié faites. Et du coup, je regarde s'il y a des opportunités, tu vois, de passerelle. Et donc, effectivement, c'est possible d'intégrer une école de commerce après une licence de droit. Donc, du coup, je fais une école de commerce et je me dis, comme je dois bosser en parallèle pour financer mes études, autant trouver une école qui propose de l'alternance. Comme ça me permet de gagner ma vie en même temps. Bien sûr. Donc, je rentre en école de commerce en alternance. Et là, j'intègre une marque qui a été une marque très formatrice pour moi, qui s'appelle Epson, les imprimantes. Et donc, je travaille dans la grande distribution. En fait, je suis représentante pour la marque. Et j'ai un secteur attitré. Et en parallèle de ça, commercial, finalement. Exactement. Ok. Exactement. Bon, ce qui te permet de te forger aussi. Hein. Exactement. Et surtout, le monde de la grande distrib. Quand tu es une nana, je peux te dire que c'est hyper formateur. Et donc, je kiffe, je m'épanouis. Et à la fin de mes 2 années, malheureusement, en fait, il n'y avait pas énormément de perspectives d'évolution dans la boîte. Et donc, je vais voir ce fameux directeur commercial et je lui dis, voilà, j'aimerais bien postuler pour avoir un CDI. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a de la place pour moi, etc. Et donc, il me dit, écoute, je sais que tu as un bon élément. J'aimerais bien te garder. Pour l'instant, j'ai rien à te proposer, mais je reste en contact. Je te rappelle. Il me rappelle 2 mois après pour me proposer un CDI. Trop bien. Et donc, ouf. Et je me dis, ce qui est encore plus ouf, c'est qu'en fait, à ce moment-là, il y avait 2 postes qui se libéraient. Et donc, ils me font même pas passer les tests. Genre... Oui, parce qu'ils te connaissaient déjà aussi. Ouais. Oui, mais du coup, il y avait un autre commercial qui avait été en même temps que moi. Lui, ils lui font passer tous les tests. Enfin, tu vois, ils lui ont fait un peu la misère quand même pour le recrutement. Alors et toi, moi, que dalle. Que dalle. Donc, je m'étais dit, waouh, un truc de dingue. Donc, du coup, je prends ce poste-là et je reste là-bas 4 ans. Je kiffe. Sauf 4 ans quand même. Ouais, je reste 4 ans. Je kiffe, je fais le tour. Mais du coup, je commence un peu à m'ennuyer. Donc, je vais le voir à nouveau et je lui dis, voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'aimerais bien prendre un poste à responsabilité en tant que manager. Je m'en sens capable. Et là, il me répond, ouf, douche froide. Il me dit, t'es trop jeune sur le papier. Ça passera pas auprès de l'Europe. Et là, je lui réponds, mais attends, sur le papier, c'est que du papier, en fait. Hein. Dans ma tête, j'ai pas mon âge, tu vois, on s'en fiche, quoi. Et donc, il me dit, ouais, je sais, mais c'est compliqué, etc. C'est tellement français. Voilà, terrible. Tellement français, ça, de pas pouvoir donner la chance à quelqu'un qui cartonne dans son métier et qui a, peu importe son âge,
son sexe, son niveau social, l'opportunité d'évoluer. Je comprends pas. Ça Ah, me mais rend fou. c'est un modèle patriarcal, en fait, c'est tout, quoi. Je pense Tu que vois? c'est pour ça qu'on est devenu aussi entrepreneur. On va y Complètement, revenir, mais parce que ce système-là ne nous convient absolument pas. complètement. Et donc du coup, en plus, moi, j'avais postulé justement pour le poste de ma manager qui partait. Et à la place, il me dit: «Non, mais t'inquiète, je vais te mettre une super nana, vous allez essayer de bosser en binôme et cetera». Tu parles. La nana, elle était mais Exécrable, insupportable, bien ouais, sûr. Bah, hyper pas du tout confidente, tu vois? Donc elle a vu elle a vu la concurrence, tout simplement. exactement, elle se sentait en compète avec moi. Donc en fait, ça a duré 6 mois et j'ai dit: «OK, c'est bon les gars, allez salut, je me casse. Moi, je peux pas, c'est Bien pas sûr, possible. bien sûr. J'ai pas d'énergie à dépenser là-dedans». Et donc je fais, 6 mois dans l'investissement immobilier avec mon meilleur pote, donc rien à voir. Ah, mais c'est pour ça, il faut quand même, tu vois, tu sais, je remets un petit peu des points sur le parcours. Avocate, commerciale, immobilier. Attends, on n'a pas fini, hein, les amis. Je C'est vous le pas dis, fini. c'est loin d'être terminé. Ok, Mais d'accord. c'est ça qui est génial, on a Ouais, une bien vie sûr. pour Mais expérimenter. évidemment, Voilà. évidemment. Et donc du coup, je fais 6 mois dans l'investissement immobilier avec mon meilleur pote et je me dis: «OK, donc comment est-ce que je peux, prospecter, trouver des nouveaux clients et cetera?» Et je découvre une appli, je sais pas si elle existe encore, elle s'appelle Shaper, Je qui ne est sais une pas. appli de networking. Ok, Et donc je rencontre, pas mal de personnes là-bas et notamment un de mes futurs associés qui va me permettre de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que moi je rêvais plutôt, tu vois, d'une carrière genre directrice commerciale internationale dans une grosse boîte parce que j'adore parler les langues, ouais, mais je me voyais pas du tout à mon compte, quoi. d'accord. Et Ouais, c'était pas encore ancré en toi, non, ça. Ok, ah non, non, d'accord, non, pas du d'accord. tout. Pour toi, faire partie d'une entreprise, d'une équipe, etc., c'était ce qui te faisait kiffer, finalement. Complètement, D'accord, ok, complètement. ok. Et donc du coup, je rencontre, Mike. Et je le vois arriver. En plus, il avait une Rolex. Je me suis dit: «C'est bon, lui, il a de l'oseille, c'est fait. Bah, évidemment, bah attends. Il va pouvoir investir». Et en fait, il commence mais il m'a retourné le truc en 2-2. Il est excellent, ce gars. Ok, Et il me dit: «Écoute, j'adore ton profil. En fait, j'ai un pote, qui est finlandais et on cherche à ouvrir la filiale française d'une boîte et il nous ok. manque, un profil commercial français, comme toi». Et là, genre, je lui dis: ouais, OK, bah, écoute, enfin, ça fait 6 mois que je viens de commencer l'investissement IMO, tu vois? Je suis quelqu'un qui m'engage plutôt dans des projets où Ouais, j'aime bien rester, quoi. ouais, ouais, bien sûr. Donc mais parle-moi du projet, si peut-être je peux t'aider, franchement, ce serait avec grand plaisir et tout». Je les vois, il me dit: «OK, on va organiser une rencontre et tout». Donc Bah, je c'est les ce que vois j'allais les dire. 2 Tu vois, encore une rencontre, hein. C'est toujours, que ça, hein, bien sûr. toujours. Donc je les vois les 2 et il m'avait prévenu, il m'a dit: «Par contre, je préviens, c'est un Finlandais, tu sais, les Finlandais, ils sont très froids, pas très expressif, il va Ok, pas trop sourire, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer». ok. Donc j'étais là: «OK». Et donc on se voit tous les 3. Au final, ça s'est super bien passé. En fait, ils m'ont vendu le projet et donc j'ai commencé à me tordre le cerveau dans tous les sens en me disant: «Mais Théa, encore une fois de plus, il y a une opportunité qui se présente à toi. Dans la vie, il y a jamais de hasard. Sois à l'écoute. Écoute, écoute, écoute». T'as ce recul-là Ah ouais, d'analyse aussi. toujours, Important, toujours. très important. Et donc du coup, je me dis: «OK». Et là, donc tu sais, quand tu commences à parler d'un projet à des proches, Ouais, mauvaise idée, bah bien sûr, mauvaise bien idée. sûr. Parce que si tu les écoutes, tu fais rien, en fait. Jamais. Parce qu'ils projettent Mais leur ça, propre c'est peur. hyper important ce que tu dis, parce que je sais pas si toi ça te fait ça. Moi, j'ai pas peur d'en parler, que ce soit dans ma vie familiale ou dans ma vie sociale avec mes amis, ils me prennent pour un alien. Oui, bah, complètement, Tu vois ce que je veux dire? complètement. Parce qu'on n'a pas tout à fait le même sens, voire pas du tout, du travail, de la carrière, des objectifs et des ambitions. Et ça, je ne sais pas si on a des entrepreneurs qui nous écoutent. Je suis sûr que vous allez vous reconnaître en nous. Effectivement, je te rejoins. Quand tu commences à parler de projet, souvent quand tu es passionné, Mmh, je reviens sur le côté TGV que mmh. tu as, bah, quand tu as un projet qui t'anime, tu en parles avec passion. Tout à fait d'accord avec toi d'éviter d'en parler un dimanche pendant un repas de Ah, famille, c'est quoi. clair. C'est horrible. Tu crées des conflits, Ah, c'est pire que les sujets ouais, et puis tu as politiques. l'impression d'être complètement incompris, quoi. Complètement, Ouais. Donc complètement. ça t'arrive à ce Ah bah moment-là? oui, OK. clairement. Et d'ailleurs, ce que je sais maintenant, c'est que si tu veux parler business, tu parles à une personne qui comprend le business, en fait. Exactement, Sinon, ça sert à rien. exactement. Et donc du coup, je me suis dit: «OK, mauvaise idée». Bon, et là, je réfléchis et je me dis: «De toute façon, cette phrase-là, elle me suit, même encore aujourd'hui. De toute façon, ça ne peut que réussir puisque c'est entre tes mains». Voilà. Bravo.
Et donc, une fois que je me suis dit ça, je me suis dit: «Let's go». Donc j'ai commencé à emprunter de l'argent pour pouvoir investir dans ce Tu projet. mets le mode TGV en marche. Exactement. Ok, Là, j'active le moteur et c'est parti, en fait. d'accord. TGV, Ce qui te permet de monter ta boîte, voilà, d'accord. Donc une boîte dans le digital événementiel, c'est exactement. ça. Donc que tu gardes pendant combien de temps? 4 ans. 4 ans. Oui, Donc j'imagine du coup que ça fonctionne. oui, Et je crois que, tu me dis si je me trompe, ça fonctionne tellement bien au point que tu as une possibilité de revente oui, de cette boîte en 2020. C'est ça? exactement. D'accord. Sortie du confinement. Ce qui était un objectif aussi au départ, de te dire si je crée et que je m'associe, l'objectif c'est de revendre, parce qu'on avait eu déjà cette Oui, conversation en oui, fonction des projets. des projets. Mmh, T'en as certains, bah, c'est ton bébé et mmh. tu te dis que ça va t'emmener pour plusieurs années, voire peut-être même à vie. Et puis d'autres, des projets que tu mets en place parce que tu te dis, ben voilà, ça va m'accompagner pendant un certain temps, je vais le faire fructifier pour pouvoir potentiellement le revendre. Donc ce projet, cette première boîte, cet objectif aussi, c'est de peut-être la revendre. Alors complètement. Ok. Ça avait été d'ailleurs le deal avec les garçons, dès le Ah, dès le départ. départ, Voilà. d'accord, très bien. Où on s'était dit, alors pour ceux qui connaissent un petit peu, vu que c'était, une boîte en SaaS, donc c'est Software as a Service. Ok, Du coup, généralement, quand tu montes un business comme celui-ci, l'objectif, c'est de pouvoir, essayer de le faire grossir et de le revendre assez rapidement pour pouvoir gagner de l'argent bien sûr. et faire un exit et réinvestir dans un autre projet et cetera et cetera. Donc du coup, c'était clairement l'objectif et est-ce qu'on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés au départ? Oui. Maintenant, comme tous les entrepreneurs qui ont revendu leur boîte, entre, ce que tu avais signé au début et ce que tu récupères à la fin, bon, Bien sûr, bien sûr. c'est pas la même histoire, mais je pense que ça fait partie, de toutes Bon, les expériences de rachat, bien sûr, et d'entrepreneur. puis moi quand j'analyse, c'est quand même, pour un début, c'est quand même assez incroyable. Non, mais Parce que c'est c'est pas dingue. comme si tu avais monté 15 boîtes avant Non. et que tu avais une expérience de ouf. Là, dès le départ, au bout de 4 ans à peine, enfin je veux dire, tu arrives à faire une culbute, à faire une vente. Évidemment, on a toujours, quand on a un peu d'ambition, on aspire à toujours plus. Mmh. Voilà, ce qui est parfois, et j'ai pas peur de le dire non plus, un défaut dans le monde de l'entrepreneuriat parce qu'on est parfois des éternels insatisfaits C'est aussi, clair. il faut faire attention à ça. Mais pour le coup, c'est quand même une sacrée opération que tu nous fais là. Ah beh, complètement et je pense que, ce sur quoi j'ai relativisé aussi au-delà de la partie financière, c'est ce que ça m'a appris, le réseau que j'ai créé. Exactement. Franchement, mais en l'espace de 4 ans, je pense qu'à n'importe quel poste dans une boîte, j'aurais jamais acquis ça. Voilà. Mais exactement, parce que tu as eu les cojones, on va le dire, C'est clair. de te lancer. Alors, bon, là, il y a quand même une passerelle qui est dans mes notes qui est assez ouf. Aujourd'hui, on est dans un atelier de drainage lymphatique, ce qui n'a absolument pas émergé une seule fois encore dans ce podcast. C'est clair. J'ai envie de dire, what the F? Comment ça se fait qu'on en arrive là? Donc, suite à la revente, hein, c'est ça. 2020 en plus, comme tu dis, juste avant le confinement. Mmh. Donc, j'imagine, comme tout entrepreneur qui s'est investi dans une société pendant 4 ans, au moment de la revente, bah, qu'il y a une remise en question. Il y a un moment où on se cherche à nouveau et puis on se dit tout simplement, bon, bah, what's next en fait? Qu'est-ce que je vais faire? Comment t'en arrives à ça? Ce drainage lymphatique qui aujourd'hui t'anime, te passionne et qui fait en sorte aussi qu'on est là, parce qu'on va en parler bien sûr. Mmh. Donc du coup, début 2000, septembre 2019, la Finlande donc, qui a racheté ma boîte, on commence à organiser des rendez-vous et cetera pour nous dire, «On va commencer à rentrer dans les négos pour pouvoir vous racheter, début 2020 et cetera». Bam, le covid tombe, ils nous disent: «Les gars, c'est mort, il se passera rien». Premier confinement passe, le business se porte très bien puisque digital événementiel, du coup, on a accompagné toutes les entreprises qui organisaient des events en ligne et cetera, donc on Génial. surperforme et donc sortie de ce premier confinement, plein de remises, en question d'un point de vue personnel, mais également professionnel parce que du coup, bah, moi, comme je suis un TGV, je suis quelqu'un de très intense et il y a cette partie loyauté aussi et quand les gars, ils nous annoncent qu'ils vont pas nous racheter, bon, bah, tu vois, du coup, Hmm. ça retombe un peu, je suis un peu déçue, je me dis: «Mince, ça va faire 4 ans que je m'investis dans ce projet. Ils nous mettent une carotte et là, ils nous disent qu'en fait, ils veulent plus nous racheter, alors qu'en plus on surperforme pendant la période du covid». Je me dis: «Bon, Hmm. ça m'embête, mais c'est pas grave». Je pensais pas du tout au drainage, mais comme je suis à l'écoute de tout ce qui m'arrive, et je reçois les messages de l'univers, j'organise un team building avec mes équipes parce que du coup, ça faisait un moment qu'on s'était pas retrouvés et je pars, à Annecy.
je loue une baraque, on se retrouve tous ensemble. Et en fait, ma cousine habite à Annecy, elle est ostéopathe. Ok. Et on est très proches toutes les deux. Et on débriefe de tout, de rien. Et là, elle me dit tiens, je vais faire une formation bientôt, regarde. Je commençais à me renseigner. C'est du drainage lymphatique. T'as déjà entendu parler de ce protocole? Et donc là, elle me montre les photos, tu sais, avant-après du Brésil. Et là, je lui dis what? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc de dingue, Toi, quoi. ça te pique de nouveau sur la passion du corps et la passion de l'esthétique, bien sûr. Je suis fascinée par ça. Et donc, je lui dis mais attends. Donc, je commence à chercher sur Paris. Il y avait personne. Je vois les kinés qui pratiquaient protocole Voder, tu vois. Je me dis, bon, je vais essayer de booker. Personne faisait ce rendez-vous. Alors, pour nos auditeurs qui ne savent pas vraiment de quoi on parle, Oui. est-ce que en 2 mots, Oui. même si c'est pas évident, tu peux nous expliquer ce que c'est le drainage lymphatique, pour le coup? Alors, avant, qu'est-ce que la lymphe? Ouais, C'est surtout ça qui est exactement. important. Donc, la lymphe, c'est un liquide qui est présent dans tout notre corps. Ouais. Et le système lymphatique, ce sont un réseau qui est en parallèle de notre système sanguin. D'accord. Ok. Donc, on en a tous, même les hommes. Bien sûr. Parce que souvent, on me demande si les hommes ont de la lymphe. Oui, les hommes ont de la lymphe. Et donc, ce liquide, qui de base est très visqueux, a tendance, lorsqu'il est chargé en toxines, à pas bien circuler. Et avec la gravité, il va stagner au niveau des jambes et du ventre. C'est ce qui va entraîner des problèmes que l'on connaît tous. Problèmes de circulation, sensation de jambes lourdes, gonflement, ralentissement du métabolisme, prise de poids, troubles digestifs, ça peut aller jusqu'aux troubles urogynécaux pour les femmes, fertilité, ralentissement du métabolisme, prise de poids, cellulite, etc. L'objectif avec le drainage lymphatique, c'est d'aider ce liquide à circuler, puisque malheureusement, tout seul, il n'a pas de pompe, comme le cœur qui va aider le sang. Donc manuellement, on a besoin de Tout le monde a besoin le faire circuler. Exactement. Sachant que il y a des études récentes qui sont sorties, il lui faut en moyenne entre 10 à 20 kilos de pression pour pouvoir circuler. Donc, ce qui va à l'inverse en fait du protocole Voder, où lui, on est sur de l'effleurage, tu vois. Ah oui, ce fameux petit palpage. Exactement, des petites vagues que tu vas faire avec tes mains parce qu'ils considèrent qu'il ne faut pas agresser les vaisseaux lymphatiques puisqu'on est sur du superficiel. Donc, je ne remets pas en question tout ce que les kinés peuvent pratiquer par ailleurs parce que le drainage qui est pratiqué par les kinés est très bien sur certains cas. Mais pour ce que recherche la clientèle de l'atelier, avoir un geste avec de la pression de manière énergétique pour pouvoir remonter les liquides. Quelque chose de plus sportif finalement. Complètement. C'est hyper important pour pouvoir obtenir des résultats, en tout cas les résultats que les filles viennent chercher. Super. Donc ça nous met un petit peu dans l'ambiance du drainage lymphatique. Donc via ta cousine. Oui. Qui te parle de cette formation, donc le protocole Renata. Oui, Renata Franza. Voilà. Tu vois des photos, comme je te disais tout à l'heure, toi, le corps, la femme, ce rapport à la silhouette et à l'esthétique, ça t'anime et ça te déclenche l'envie d'aller faire la formation, c'est ça? Complètement. Et puis parce que je trouvais personne en fait, tu vois. Oui, c'est ça. Paris. Quand tu faisais tes recherches, tu disais bien ça n'existe pas. C'est pas possible, tu vois. Et donc du coup, on trouve quand même désespérément 2 nanas qui s'étaient formées au Portugal. Et qui pratiquaient une fois par semaine, mais elles venaient de Rouen, qui pratiquaient une fois par semaine à domicile à Paris. Donc je teste quand même avant de faire la formation, mais je m'étais déjà inscrite à la formation et du coup j'ai fait tous les protocoles de Renata Franza. D'accord. Et je me suis dit, ok, en fait, je vais pas m'amuser à faire du domicile parce que j'avais quand même mon autre boîte par ailleurs. Oui, parce que c'était pas encore vendu. Oh la vache. Voilà. Et donc du coup, je me suis dit, je vais pas m'amuser à faire du domicile. En fait, je vais ouvrir un lieu qui soit spécialisé dans le traitement de la lymphe. Et je vais faire en sorte de trouver tous les protocoles qui permettent, tous les accompagnements sur mesure qui permettent de traiter la lymphe à 360. Donc je fais la formation, je pars en vacances. Et là, en vacances, j'ai le CEO de Finlande qui m'appelle et qui me dit écoute, en fait, on va vous racheter. Et on a 1 mois et demi pour faire les négos. Et donc là, waouh, je me dis les planètes s'alignent et qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me suis dit bon, ok, du coup, ça va être chaud parce que j'ai jamais fait de négo de rachat de ma vie. Bien sûr, ouais. Donc ça va être chaud, mais pas de problème, je relève le challenge, il n'y a aucun souci. Donc, j'ouvre le lieu le 27 août 2020. C'est ça, quand tu dis que c'est ouf, en plus, c'est qu'on te propose ça alors que tu te lances dans une autre activité. Donc, j'imagine en plus que tu as besoin de fonds pour lancer ta nouvelle activité. C'est assez dingue, en fait, sur le timing. C'est dingue. Et de toute façon, je sais que j'ai quelqu'un qui me protège, j'en suis sûre.
Donc, Et tu ouvres le lieu. voilà, j'ouvre le lieu. Et du coup, en fait, on rentre dans la négo du rachat. Je signe le rachat le 6 novembre, donc 2 jours après mon anniversaire. Ça a été un peu la délivrance quand même parce que c'était dur. Ouais. Mais il y avait une condition, comme tous les entrepreneurs qui négocient un rachat de boîte, en fait, il y a un premier paiement qui est fait à la signature et un deuxième paiement qui est fait 1 an après. D'accord. Et la condition sine qua non du deuxième paiement est bien entendu qu'on garde les clients avec lesquels on avait signé. Donc du coup, bon, je me dis: «C'est pas grave, je vais faire les 2 en même temps, en fait». Ah, donc la première année, tu fais les 2? Ouais. Tu fais cette fameuse année de transition pour permettre de garder la boîte à flot, Oui. pour te sécuriser Oui. le rachat définitif finalement, Oui. ou le paiement définitif. Oui. Dingue. Et me focus à 100 sur l'atelier. Donc je m'associe quand D'accord. même D'accord. avec l'atelier. Je m'associe notamment avec ma collaboratrice par ailleurs qui bossait avec moi dans mon autre boîte, Ok. avec qui j'avais créé un lien personnel incroyable. Et ensuite, on va dire, ouais, à peu près un peu moins de 6 mois après, en début d'année 2021, on fait rentrer une autre personne qu'on avait rencontrée toutes les 2 dans le cadre de l'espace de coworking dans lequel on était. D'accord. Et là, malheureusement, ça a été la chute. Ça a été un peu compliqué. Alors, je dis souvent, j'appelle ça la passe décisive. C'est clair. Tu me fais la passe décisive pour le chapitre incertitude. Oui. Parce que justement, quand on en avait parlé un petit peu, je pense que ce passage de ta vie reflète complètement le paragraphe de ce podcast. C'est-à-dire Complètement. les incertitudes, on est d'accord. Hein. Complètement. Tu vis 2 trahisons très très difficiles qui t'impactent évidemment mentalement, qui t'impactent, j'imagine, professionnellement, et puis aussi physiquement, au niveau de ta santé. Oui. Avant de parler de tout ça, parce que évidemment j'aime bien commencer le podcast par incertitude, c'est une question assez basique, mais est-ce que tu te considères malgré tout, même si quand j'analyse ton parcours, j'ai envie de dire pas forcément, comme quelqu'un d'incertaine? Est-ce que tu as du mal, malgré tout, à prendre des décisions? Parce que moi, je vois tu vois, pas un paradoxe entre un TGV, quelqu'un qui va foncer de manière spontanée sans trop réfléchir, ce qui n'est pas du tout ton cas, parce que je pense que tu es malgré tout très réfléchi, tu as un pouvoir d'analyse, etc. Tu vois? Pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas prendre un choix, tu vas réussir à foncer et à mettre tout en œuvre pour que ça fonctionne. Mais est-ce que malgré tout, c'est difficile pour toi parfois de prendre des décisions? Alors, je dirais que sur la partie professionnelle, je garde ce côté TGV, mais à 1000%. D'accord. Je vais me questionner, mais ça va être la décision, elle va être très rapide. Je ne vais pas perdre de temps. D'accord. Voire même des fois, je réfléchis après avoir pris la D'accord, ok. décision. Bon, ça nous est tous arrivé. Ça nous est tous arrivé. Mais c'est pas grave. Moi, je suis quelqu'un qui assume, par contre. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai pas de débat là-dessus. Ok, J'assume. très bien. Et par contre, waouh, sur la partie personnelle, mon Dieu, mais là, ça a C'est vrai. réveillé toutes mes blessures, en fait. Ah, Oh ouais. là 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 là. Quand j'ai appris que je suis tombée enceinte, j'ai appelé ma sœur, j'étais en larmes. Ok, Je lui ai dit, mais je peux pas, c'est pas possible, parce que moi, dans ma vision, je voulais pas d'enfant. Ma fille, je l'aime plus que tout au monde, ouais, vraiment. ouais. C'est toute ma vie, mais je voulais pas d'enfant. Oui, mais ça, c'est important J'avais d'en peur. parler, Oui, malgré tout, c'est tu vois. important d'en parler. Parce que souvent, c'est un peu trop tabou. Tu peux aimer inconditionnellement ton enfant sans pour autant dire j'avais envie d'en avoir un. Tu vois. Complètement. Pour moi, il n'y a pas Complètement. d'incohérence là-dessus. Complètement. Et je pense que ça permet aussi de déculpabiliser Totalement. toutes ces femmes, et il faut être OK avec ça. Ouais, Parce qu'en fait, il y a rien qui est figé, on a le droit de changer. bien sûr. Et la vie, c'est le mouvement. Ouais, tu c'est vois. ça. Donc, le caractère incertain, tu l'as plus dans le côté perso. Waouh, c'est clair. Ok. Encore maintenant? Alors, ça commence à aller un peu mieux, mais parce que je pense que j'ai fait un énorme tri dans les personnes qui sont autour de moi. On en parlait tout à l'heure. Exactement. Sur le fait de s'entourer de gens qui ont la même énergie et la Complètement. même vision des choses. C'est très important. Complètement. Ouais. Et j'essaye d'être de plus en plus clairvoyante par rapport à ça. Parce que je me dis, c'est quand même terrible. J'ai une intuition de dingue sur le business, mais sur le perso, en fait, j'avais tendance à attirer des mauvaises choses, des Ok. mauvaises personnes. Tu Ok, vois. ok. Donc j'essaye d'être beaucoup plus vigilante D'accord. et du coup de réfléchir pour le coup, Ouais. de prendre mon temps. Mais c'est vrai que sur la partie pro, j'ai rien à dire. Perso, je suis. Très bien. incertaine. Je pense que là où ça t'a peut-être fait évoluer, et puis tu vas nous parler de ces fameuses trahisons là, qui t'ont impacté
et qui t'ont rendu du coup incertaine. Je pense que aussi c'est ça t'a permis d'apprendre et d'être peut-être un peu plus réfléchie ou un peu plus attentive sur les choses que tu vas pouvoir faire aujourd'hui, en tout cas présentement. Tu nous parles de ça un petit peu? Qu'est-ce qui se passe alors? Alors, j'aimerais juste revenir sur une chose parce que je pense que c'est important d'en parler en rapport avec cette incertitude, Mmh. heu, par rapport à ma grossesse pendant l'entrepreneuriat D'accord. et je veux parler de ça parce que, j'ai envie d'encourager toutes ces femmes, heu et même ces hommes d'ailleurs qui se disent: «Non mais en fait, alors, je coche la case, c'est bon, j'ai un job où je gagne de la thune. C'est bon, je suis mariée, bon, bah, du coup, je peux faire un enfant maintenant, en fait». Voilà. Et donc c'est vrai que moi j'avais extrêmement peur de tomber enceinte, d'avoir un enfant, parce que en rapport avec mon histoire, pas du tout, sur la partie, financière, même si c'est vrai que le papa de ma fille, parce que je suis plus avec, Mmh. m'a beaucoup rassurée sur cette partie-là, parce que j'étais quand même entrepreneuse, lui aussi et c'était un non-sujet. Mais je me dis quand c'était beaucoup plus lui qui était à l'initiative de vouloir monter, enfin avoir ce projet famille, moins moi. Et comme on avait 8 ans d'écart, bah, je pouvais comprendre et donc je lui ai dit: «OK, bah, on essaye, ça se trouve je vais galérer». Je voyais tellement de copines qui galéraient Ouais. autour de moi à Ouais, avoir ouais. un enfant. Je me suis dit: «Bon, ben, j'essaye, ça se trouve on n'y arrivera pas, j'en sais rien, je fais confiance, quoi». Bon, je tombe directement enceinte et donc là je pleure, Évidemment. voilà, j'appelle ma sœur, je pleure: «Ah, je suis enceinte, c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire?» et cetera. Elle me dit: «Non mais t'inquiète pas, ça va aller, tu vas être incroyable». Et donc du coup, me voilà, je reprends confiance en moi. Je me dis quand même, et j'avais expliqué d'ailleurs au père de ma fille, je viens de lancer ce projet, donc je tombe enceinte. Donc je lance ce projet en février 2017, je tombe enceinte en septembre 2017. Waouh! J'accouche en juin 2018, tu vois? Donc c'était tout frais et donc j'explique quand même au père de ma fille, je lui dis: «Tu sais, c'est important que je puisse me consacrer à ce projet-là parce que je l'aime en fait ce projet et en fait je vais mener à ma grossesse et tout va bien se passer et puis le reste va continuer». Donc Mais c'est bien que j'ai tu en parles, c'est c'est vrai. important, c'est C'est important. super important. Donc je me suis fait confiance et j'ai continué ce projet. J'ai bossé comme une dingue. Alors c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une grossesse qui s'est passée extrêmement bien. Je souhaite à toutes les femmes d'ailleurs d'avoir cette grossesse et je sais que par moments c'est pas le cas et j'ai bossé en fait jusqu'à la fin. C'est-à-dire que le 12 juin, j'étais en rendez-vous client. Le 15 juin, j'accouchais sans péridurale Waouh! parce que ça, c'était un projet aussi, personnel, challenge. Ouais. Donc du coup, j'ai réussi à accoucher sans péridurale. Franchement, pour toutes les femmes qui ont accouché et qui me décrivent, ce moment comme, un moment horrible, ben, moi, ça a été incroyable, vraiment. Tu t'y étais préparée aussi, j'imagine, Ah mais mentalement, c'est un marathon, psychologiquement, bien sûr. c'est un Bien sûr, marathon, en bien sûr. fait et je le dis à toutes les femmes que je traite, mais la grossesse, c'est un marathon, en fait. On n'arrive pas du jour au lendemain et on accouche, en fait, non. Bien sûr, le corps, il est pas prêt, l'esprit non Mais non, plus, ça se prépare, hein. c'est clair, Exactement, je c'est trouve que clair. c'est une belle métaphore de dire que c'est comme un marathon. Ah mais Tu c'est vas pas complètement ça. partir de ne jamais avoir couru de ta vie à aller courir 42 bornes. Non. Si tu veux pas respecter ton corps et ton esprit, tu le fais, à ton propre, détriment, j'ai Ah envie de bah, te du coup, dire, tu en parce payes que les les conséquences derrière. répercussions, elles Bah sont oui. énormes. Donc là, évidemment, j'imagine que tomber enceinte, être enceinte, vivre la grossesse, c'est un processus qui se construit dans le temps, hein. C'est pas pour rien aussi qu'on a 9 mois. ces 9 mois pour Ouais. pouvoir. Donc toi, tu t'y prépares pour faire en sorte que le jour de l'accouchement, et mentalement et physiquement, ça se passe le mieux Ah possible, bah, quoi. complètement et d'ailleurs, ma tante, donc la sœur de mon père qui est à Tahiti, me suivait, elle m'a accompagnée, elle est prof de yoga et c'est une femme incroyable que j'aime, beaucoup et elle a été là pendant toute ma grossesse et même le jour de mon accouchement, elle était là par la pensée et c'était dingue et elle m'a dit: «Tu sais, prends la force de toutes ces femmes qui ont fait ça depuis la nuit des temps. Il y a aucune raison que toi, tu y arrives pas». Tu sorti le côté un peu tahitienne Ouais, guerrière. C'est clairement, génial, clairement. magnifique. Hem, Et donc voilà et j'encourage, toutes ces femmes à croire en elles et c'est ce que je dis maintenant, aujourd'hui, cette reconnexion au corps, elle est hyper importante et ça a fait encore plus écho avec ce que je fais là. Heu, on est tellement déconnecté de notre corps, tellement déconnecté de notre âme. Il faut se reconnecter à notre corps et on a cette chance-là, nous les femmes, de pouvoir fabriquer, donner la vie et cette connexion, elle est encore plus forte et il faut en prendre conscience, c'est important et pas se laisser voler notre corps par le corps médical, en fait. Par le corps médical, par, ce qu'on s'impose au niveau environnemental, Oui. professionnel, social.
Tu me parlais tout à l'heure des cases pardon, que tu coches Complètement. en mode, ben voilà, j'ai de l'oseille sur mon compte, j'ai une baraque, vas-y, c'est bon, en Ouais, fait. non, non, Voilà. non. Évidemment qu'on veut, j'imagine, toutes et tous, essayer d'accueillir notre premier enfant dans les meilleures conditions qui soient, parce que surtout, ben, peut-être quand on a vécu des choses un peu dramatiques dans l'enfance ou dans l'adolescence, on n'a pas envie de les reproduire Mmh. non plus. Mais je pense qu'effectivement, la notion de sein de corps et d'esprit, de connexion, d'amour, Mmh. on a tendance parfois à la mettre de côté, alors que finalement, c'est la chose la plus importante, quoi. C'est Et ça, clair. tu arrives à t'en rendre compte, malgré le fait que tu entreprends, peut-être pour la première fois aussi, un projet qui te drive au Mmh. point que tu te vois sur le long terme et pas le revendre au bout de 2 ans, Oui, tu vois? Non, c'est mais clair. c'est ça Mais qui fait c'est la vrai, c'est différence. juste, c'est juste. Et c'est pour ça que ce point incertitude, il est important parce qu'en fait, il faut juste faire confiance. Ouais. La confiance, tu l'accordes à des gens Mmh. qui te trahissent. Mmh. Heu, tu nous parles de ça parce que je crois que c'était un moment extrêmement difficile de Oui, ta vie, qui est plutôt assez récent aussi. oui. Heu, voilà, ça date pas, d'il y a 10 ans Mmh. en arrière. Et puis surtout, pour quelqu'un qui est une amoureuse du sport, du bien-être mental, psychologique, l'aspect, bien-être physique, ça t'impacte aussi sur ta santé. Complètement. Tu peux nous parler de cette période-là? Oui. Donc je lance, le projet de l'atelier avec cette personne qui, par ailleurs, bosse avec moi dans l'autre boîte. Je lui explique que je vais traverser une période compliquée de négociation pour le rachat et que du coup, j'ai besoin qu'elle soit, elle, un peu plus présente sur ce projet, le temps que je passe cette période-là. Et donc elle me dit qu'elle est OK. Enfin, moi, je suis quelqu'un de juste et de transparente, j'ai besoin de dire les choses, donc elle était OK avec ça. Et on décide de faire rentrer, parce qu'elle était quand même un peu débordée, on décide de faire rentrer une 3e personne dans ce projet qui, nous a promis un peu monts et merveilles, tu vois? OK. Et du coup, a intégré le projet et a commencé à s'investir, beaucoup dedans. J'ai absolument pas de débat là-dessus. Et à un moment donné, en fait, à un moment donné, c'est-à-dire au bout de 3 mois, elle a commencé à un peu rechigner sur, les parts qu'on lui avait accordées alors qu'elle Ah, s'investissait beaucoup dans le projet. ah, Et donc, moi, je lui ai expliqué, je lui ai dit: «J'entends ce que tu dis, mais en fait, ça fait que 3 mois que tu es dans le projet, donc tranquille, bien sûr. voilà». Construis les choses. Voilà, c'est ça. Je comprends que tu t'investis plus que moi parce que c'était quand même le sujet. Les règles, elles ont été claires dès le départ. Je les Tu ai sais dans dites. quel pied enfin, dans quelle, Voilà. Je chose dois tu t'es embarqué, quoi. je dois m'investir dans ce projet de rachat. Je dois attendre 1 an et rester dans ce projet pour pouvoir récupérer le reste de l'argent et ensuite, je pourrai me consacrer à 100 à celui-ci. Et donc, ça lui a pas plu OK. et en fait, dans le cadre de ses missions, elle était à la recherche d'un nouveau local parce que, celui du 10e dans lequel on était, avant, Ouais, a on s'est explosé. rencontrés d'ailleurs, ouais. Voilà. Malgré le fait qu'on se soit pris quand même 2 confinements, après parce qu'il y a eu C'est ça assez quand ouf. même. Ouais, ça, on en parlera aussi dans la réussite parce que c'est assez dingue, hein. Tu lances des projets à des moments, qui sont pas forcément en termes de timing les meilleurs, mais bon, si C'est on est clair, là aujourd'hui, c'est que tout s'est bien passé. c'est clair. Et du coup, elle était en charge de chercher ce nouveau local et donc elle trouve un nouveau local dans le 16e qu'on va voir, donc super parce que du coup, tu vois, 10e, 16e, on n'était pas à côté, ça permettait d'aller vraiment, toucher une autre partie de clientèle. Et on fait un séminaire toutes les 3, un peu de remise à niveau parce qu'il y avait des tensions, des conflits et cetera. Et donc on repart un peu reboosté. Et là, je reçois un coup de fil de mon banquier, qui me dit, «Oui, untel», donc cette fameuse, femme, je ne citerai pas son nom, Mmh. demande à avoir accès au compte bancaire. Alors que j'étais la présidente de la boîte, donc elles avaient un droit de regard sur le compte bancaire, mais elles n'avaient pas un droit D'action. d'action, exactement. Et donc là, je lui dis: «Bah, merci déjà de m'avoir appelée». Je lui dis: «Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, en fait?» Et en fait, elles m'annoncent, qu'elles veulent arrêter de bosser avec moi. Ça devient de plus en plus Les conflictuel, 2. les 2. Et en fait, je découvre par moi-même, parce qu'elles ne me l'ont pas dit, en rappelant le gestionnaire du local en question, je lui dis, «Écoutez, du coup, on était sur ce dossier, est-ce que vous pouvez me dire où on en est?» et cetera. Parce qu'il avait tous mes papiers, cabis et cetera. Il me dit, «Ben non, le local, il a été loué». Je lui dis: Elles t'ont loué le truc dans ton «Ouais, dos? exactement». En fait, elles ont monté une boîte toutes les 2. Mais c'est pas vrai. Elles ont loué le local au nom de leur boîte
Donc moi, je pouvais absolument rien faire, hein. C'était impossible. Oui, légalement, tu peux rien Rien, faire. rien. Et en plus, erreur de débutant, entrepreneur, j'avais pas signé de pacte d'associé avec elle, rien, rien. J'étais d'ailleurs beaucoup plus baquée avec ma première boîte qu'avec celle-ci, mais bon, bref. Très important à mentionner Oui, ça pour oui, les oui, entrepreneurs qui oui, nous écoutent et qui veulent s'associer. oui. Je vous en supplie, ne rechignez pas, prenez un avocat, faites un pacte d'associés. On est sur une lune de miel quand on commence, mais il faut prévoir le divorce, Bien je sûr, vous le jure. bien sûr. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'écoutais le podcast d'un pote, Mhm. même histoire. Ok. On prévoit le divorce, c'est hyper important. Et donc, du coup, je découvre ça, mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et là, en fait, une à une, les masseuses qu'on avait à l'atelier, elles partent Ah, pour aller parce qu'en avec elles. plus, elle recrute, quoi. Ouais, qu'elles prennent les filles qui bossaient avec moi. Donc, je me retrouve toute seule, juin 2021, à gérer l'agenda qui était plein. Il me restait une masseuse et à gérer mon autre boîte, par ailleurs, où du coup, j'avais mon associé avec qui j'étais en conflit, qui était aussi ma collaboratrice De l'autre boîte. de l'autre boîte. Donc, L'enfer. c'était l'horreur. Franchement, c'était l'horreur. Du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais pas m'en sortir, etc. Et là, je reçois un message de la Finlande qui me dit, il faut qu'on organise un call ensemble. Apparemment, tu n'es pas présente, tu gères pas la boîte en ce moment, c'est quoi ce délire? Et donc, du coup, une des filles qui bossait avec moi sur le service client avait contacté la Finlande, alors qu'elle était absolument au courant de tout ce qui se passait, hein, des trahisons, etc. Elle appelle la Finlande pour dire, voilà, on a un souci avec Théanie, elle s'occupe pas de nous en ce moment, elle n'est pas présente, qu'est-ce qui se Tu passe, te quoi? fais balancer de toutes Voilà, parts. exactement. Waouh! Et donc là, je me dis, mais c'est quoi ce délire? Et donc, il se passe même pas 24 heures, hein. Il me contacte, on organise un call, et là, il m'annonce, voilà, t'es mise à pied parce que tu as un autre projet entrepreneurial en parallèle. Et dans le pacte d'associés, parce que je m'étais associée avec le rachat, je m'étais associée avec la Finlande. Dans le pacte d'associés en Finlande, tu n'as pas le droit d'avoir d'activité parallèle. C'est interdit. Donc, on va voir avec les avocats comment ça va se passer, mais potentiellement, tu récupères pas la deuxième partie de ton argent et tu vas nous devoir de l'oseille. OK. Et là, mais genre, vraiment, Ton monde s'effondre. j'étais 6 pieds sous terre. Mais vraiment, Donc je là, me on est en suis dit, 2021. C'est-à-dire que il y a 3 piges, quoi. ouais, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'étais tellement en colère, mais tellement en colère, j'avais envie de tuer tout le monde, tu vois. Oui, parce que tu parles de loyauté, c'est très important quand on s'associe Mmh. aussi. On n'est pas forcément obligé d'être sur la même longueur d'onde tout le temps. D'ailleurs, je pense que le principe de bons associés, c'est des gens qui se complètent et pas forcément Complètement. qui sont similaires. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi Mmh, là-dessus. mmh. Là, tu as besoin de ces associés-là pour passer une période Oui. justement de transition où on peut te back-up, où on peut te sauver un petit peu, sauvegarder aussi toi ton énergie, Mmh. etc. Parce que tu as plein de choses à gérer pour en fait faire la transition qui soit la plus douce possible et qui puisse bénéficier à tout le monde. Mmh. Moi, c'est ça qui me fait halluciner dans ton Mmh. histoire, c'est que la transition, que ce soit pour la boîte que tu revends et celle que tu ouvres, elle peut bénéficier à Mais tout le monde. complètement. Et tu te fais complètement poignarder Mmh. dans le dos Mmh. parce que ces nanas-là, elles ont l'impression que effectivement, tu bosses pas à la même hauteur qu'elles. Exactement. Et elles voient, j'imagine, aussi de manière très greedy, Oui. le projet et ce qu'elles peuvent potentiellement faire Oui. sans toi, en se Oui. disant, on sera peut-être mieux à 2 qu'à 3. La Complètement. part du gâteau, elle sera plus grosse, quoi. C'est Complètement. horrible. C'est horrible. C'est horrible. Et donc, du coup, je me dis, OK, de toute façon, il y a absolument rien qui peut te tuer, à part s'il arrive quelque chose à ta fille. Mhm. Aujourd'hui, c'est comme ça que je vois les choses. Il y a rien de grave, ça va aller, tu vas trouver des solutions. Déjà, 2 choses, tu vas prendre 2 bons avocats. Donc j'ai pris un avocat en droit du travail, évidemment, pour la France, et un avocat en droit des sociétés internationales, parce que c'est Bien sûr. avec la Finlande que je Bien disais. sûr. Donc du coup, l'avocate en droit du travail qui m'avait été recommandée par un ami de mon réseau a été extraordinaire, Ok. vraiment. Et en fait, elle m'a fait relativiser en me disant: «Alors déjà, on va se calmer. Ils ont pas le droit de vous mettre à pied, voilà, parce que vous avez le droit d'avoir un projet entrepreneurial en parallèle. C'est absolument pas interdit par la loi». D'accord. D'où Et l'importance de se faire bien encadrer juridiquement. complètement, C'est mais tellement complètement, important. complètement. Et ensuite, elle m'a dit: «Aujourd'hui, vous êtes salarié en France, donc vous êtes régi par le droit français. Donc même si vous avez signé un pacte d'associé avec la Finlande, c'est le droit français qui s'applique». Donc j'étais là: «Ouf».
Donc déjà ça m'a permis de redescendre, mais Bien sauf sûr. que émotionnellement, les up and down, forcément, ça a un impact sur le corps, évidemment. Bien sûr. Donc du coup, je me dis bon, ok, ben on va aller à la guerre en fait. Hein. Il n'y a pas le choix. Donc je vais faire valoir mes droits. Donc je commence à préparer mon dossier, etc. Mon avocate, du coup, j'avais plus aucune interaction avec personne. J'ai pu dire au revoir à personne. Mes collaborateurs que j'avais recrutés, ils avaient même pas le droit de me parler. Plus d'humanité. Horrible. Terminé. Tout ce que toi, J'avais tu la- avais voulu construire, finalement, ce côté équipe, tu vois, Oui. que tu aimais quand tu étais employé dans une boîte avec des collègues, etc. J'imagine qu'en tant qu'entrepreneur, tu avais voulu le recréer, c'est-à-dire ce côté équipe, les masseuses, les associés, que Ah, tout mais le monde s'entende complètement. bien, etc. Là, Complètement. plus rien. On était extrêmement soudés, extrêmement proches. Donc ça a été, franchement, ça a été un choc pour moi. Bien sûr. Bien sûr. Et une déception, et tu te dis, punaise, mais comment c'est possible que les gens soient aussi ignobles, en fait? Mhm. Donc, du coup, tu essayes de relativiser un peu en te disant que bah, malheureusement, dans le business, il n'y a pas de sentiment. Ouais. En tout cas, c'est la leçon que j'en ai retenue. Bien sûr. Et de ne pas accorder ta confiance aussi facilement que ça. Et du coup, ben, ça a été jusqu'à temps, en fait, que je sache que j'allais récupérer mon argent parce que c'était pas gagné. En fait, ils voulaient rien savoir, la Finlande. Et donc, mon avocate, elle a dit, bah, OK, on les assigne, en fait, au prud'homme. Donc, j'ai lancé la procédure. Et Procédure qui a dû être hyper longue, ben ouais, j'imagine. enfin, potentiellement, elle m'a dit, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, moi, pendant ce temps-là, bah, je crois que j'avais dû attendre 3-4 mois avant de toucher mon chômage. Donc, enfin, bref, c'était le Ouais. stress. Surtout, j'étais maman solo. Donc, il y avait une grosse pression quand même. Mais ça l'a fait. Et en fait, je reçois un email, c'était en décembre, qui correspondait en fait à la deadline du deuxième paiement. Je reçois un email du CEO qui me dit voilà ma proposition, à prendre ou à laisser. Donc dimanche, il m'envoie ça, pardon, vendredi, pour une prise de décision lundi. Donc, oh là là, la panique, j'envoie les emails à mes avocats et tout. Je me suis dit, pourvu qu'ils soient pas en week-end et qu'ils me répondent. Bien sûr, c'est clair. Franchement, c'était le stress, Bien quoi. sûr. Parce que moi, j'étais incapable de prendre une décision. Et donc du coup, c'est bon, tout s'est bien goupillé, etc. Et l'avocate, elle m'a dit, on accepte la propale. On accepte. Incroyable. Une réussite de dingue. Oui. Parce que ce côté fighter tahitienne qui ressort pour pouvoir aller Résilience, chercher ouais. la résilience de ouf, Ouais. qui nous permet, évidemment, encore une fois, de passer sur la transition réussite. Ouais. Est-ce que tu considères que, par exemple, c'est la plus récente, cette victoire que tu as pu avoir là sur cette trahison qui t'a anéanti, hein, disons-le clairement, c'est une de tes plus belles réussites professionnelles? Ou du moins une réussite aujourd'hui dont tu peux être fier? Parce que ça aussi, je le dis toujours dans ce podcast, on est toujours plus fiers des autres que de nous. Ça me pose un problème existentiel. Je sais, et Théanie. désolée pour mon hésitation, parce que Non, t'as pas à hésiter, parce que ça, c'est humainement quelque chose que je vois très régulièrement, et dans ce podcast, et dans mon métier de manière générale. On a du mal à dire « je suis fier de moi, bordel ». Ça, c'est chiant, je trouve. Ah, mais tu vois. je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je vois ça, je me dis, c'est pour ça que je te tends la perche. Alors peut-être que tu as eu d'autres réussites professionnelles ou d'autres réussites tout court, mais là, c'est tellement frais, là, ce que tu viens de me raconter. Est-ce que tu considères que c'est une belle victoire, que c'est une belle réussite quand même? Alors, c'est une réussite, oui. D'accord. Mais je dirais, ce qui m'apporte encore plus de reconnaissance en rapport avec cette réussite, c'est ce que je suis capable de procurer aujourd'hui aux gens, tu vois. Et Oui, parce que ça, 3 ans plus tard de ces galères, on est dans cet atelier, ouais. disons-le clairement, ça cartonne, Mm. et ça mérite d'être vraiment quelque chose de sensé, cohérent aussi au niveau du bien-être. On en a souvent eu cette conversation, il y a le paraître, il y a les réseaux, il y a les avant-après, qui est une chose, hein, qui marketingement, voilà, c'est vendeur, on le sait, mais il y a aussi tout le processus et l'intérêt profond que ça a, ce que tu fais. Donc, tu es encore plus fier de ce que tu as accompli là, pour le coup, avec les années, et ce que tu as réussi à stabiliser, c'est ça? Complètement. Et cette posture de thérapeute, c'est... Tu vois, thérapeute, coach, pour moi, il y a pas trop de limites, en fait. Hein. Ouais, Les deux, bien sûr. ils sont similaires. C'est pour ça qu'on s'est bien entendu dès le c'est départ, je clair. pense. C'est L'échange clair. des valeurs, bien sûr. Très bien. Donc, aujourd'hui, pour continuer sur la réussite, on est sur un atelier, voilà, je le dis moi à haute voix, parce que toi, je sais toujours que t'es humble, etc. Mais on est sur un atelier qui cartonne,
qui cartonne au point que ça a été une galère sans nom, et je suis fautif. Je lève la main parce que ce podcast, on aurait dû l'enregistrer maintes et maintes fois et ça a été une galère pour trouver un créneau pour pouvoir le faire. Tu as réussi à refaire confiance, tu as réussi à avoir une équipe à ton image. Oui, alors ça n'a pas été évident, hein, évidemment, parce que du coup, j'accorde beaucoup moins ma confiance qu'avant. C'est normal. C'est normal, exact. On reste marqué de ça. Et j'ai vraiment depuis pratiquement un an ce besoin de stabilité et d'ancrage. Même si je suis quelqu'un d'ancré, mais c'est vrai que dans tous les projets que j'ai pu monter, entre guillemets, il y avait toujours une fin, tu vois, avec la revente de la boîte, etc. Là, c'est pas le cas de ce projet. J'ai envie de le faire grandir, j'ai envie de le faire résonner. Et du coup, je suis en train de construire une équipe stable. Et puis, je suis en train de recruter d'autres personnes pour pouvoir faire grandir l'équipe. Et avec pour objectif d'ouvrir un autre atelier. Ah, c'est génial. Ça, tu nous en parleras peut-être dans les évolutions, qui sera le dernier paragraphe de ce podcast. Et puis, évidemment, on ne peut pas passer au travers de cette réussite magnifique qui est ta fille. Ah, ça. Qui est ta fille. Par rapport à tout ce que tu nous as raconté aussi. Voilà, c'est un peu bateau comme question, mais tu vois, ça te donne déjà les larmes, j'adore, parce que c'est tellement émotionnel. C'est mon maître. Ta vie de maman, tu nous racontes, parce que évidemment, quand ça t'est arrivé, on revient très brièvement sur le paragraphe incertitude, quand tu nous disais quand tu es tombée enceinte, c'était la panique. Et puis finalement, aujourd'hui, c'est une si belle réussite. Et puis, il y a eu cette période aussi de maman solo, parce que mine de rien, tu sais, tu as toujours ces injonctions où tu te mets toi-même la pression en te disant, bah non, en fait, dans mon couple, ça va pas, la personne avec qui je suis, je l'aime plus, je la désire plus, j'ai plus aucune affinité, aucune complicité, aucune connexion. Mais bon, c'est quand même le père de ma fille, quoi. Bah oui. Donc je vais rester avec, parce que si, parce que ça, tu vois? Non, en fait. Non. Et j'encourage vraiment. Je sais que c'est pas facile, je sais que ça casse plein de schémas. Essayez d'aller au bout pour pouvoir vous battre pour votre couple, pour votre famille, c'est important. Très important d'avoir la sensation de ne pas avoir de regrets. C'est très important. Exactement. Mais à un moment donné, en fait, quel message on envoie à nos enfants? Rester dans une situation où on est malheureux, c'est ce message-là qu'on envoie à nos enfants. Bien sûr. C'est pas possible, en fait. Bien sûr. C'était absolument pas possible pour moi d'être malheureuse, de rester dans une situation où j'étais malheureuse et de me dire, bah non, en fait, je pense que je prends pas de risque. C'est ça. Je pense que clairement, tu n'aurais absolument pas pu entreprendre et réussir tout ce que tu as accompli si tu étais resté dans ce schéma-là. Ah, mais peut-être pas, c'est clair. Moi, j'en suis pratiquement sûr. C'est-à-dire que tu t'es octroyé aussi cette liberté de mouvement, cette envie d'entreprendre, et puis le fait de vouloir assumer ta fille, solo ou pas, tu vois, et d'aller au bout de ce process. Donc aujourd'hui, tu considères comme une réussite aussi, j'imagine, incroyable. Clairement. Bon, c'est super. On passe, ça passe vite quand même. Oui. Moi, non, mais à chaque fois, je me dis, on parle de plein de trucs, mais quand j'arrive à évolution, tu sais, ça a beau être je sais pas, c'est combienième podcast que je fais, je suis à chaque fois halluciné de me dire, on est déjà à évolution. L'évolution, parce qu'évidemment, il y en a plein. Tu me parlais tout à l'heure de faire grandir ta boîte, de continuer à entreprendre et de créer des équipes, de créer cette synergie que tu aimes tant dans les équipes et dans l'entrepreneuriat. Il y a aussi quelque chose dont on a parlé au tout début, parce que ce n'est pas seulement un atelier de drainage lymphatique, mais maintenant c'est aussi un atelier de diagnostic fonctionnel. Une formation que tu as fait très récemment, qui fait partie de tes évolutions. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, complètement. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, diagnostic fonctionnel et nutritionnel, c'est un diplôme que j'ai passé aux États-Unis à distance. D'accord. Parce que malheureusement, c'est encore très peu connu en France. Il y a quelques formations en lien avec ce sujet, mais vraiment dédiées spécifiques là-dessus. Il n'y a pas grand-chose, malheureusement. D'accord. Et comment est-ce que j'en suis arrivée là? C'est surtout ça, parce que toute ma vie, elle est faite d'opportunités / de rencontres. Et on en parlait tout à l'heure de l'impact sur la santé, et je veux revenir là-dessus parce que j'ai envie que ça permette à d'autres femmes peut-être d'être aidées. Quand il m'arrive tout ce qui m'est arrivé, mon corps, il s'exprime forcément. Et de toute façon, notre corps ne reste pas indemne dès l'instant que l'on vit un événement physique ou émotionnel. Ça a un impact sur nous.
évident. Et donc, moi, malheureusement, en 2021, j'apprends que j'ai le papillomavirus au stade le plus élevé. Et du coup, je dois me faire opérer assez rapidement avec une conisation laser, etc. Très dur, parce que du coup, je me dis, waouh, papillomavirus, donc potentiellement cancer de l'utérus si c'est pas traité. Comment est-ce que ça a pu se développer aussi rapidement, sachant que j'avais fait un frottis de contrôle 6 mois avant, que je n'avais rien. Rien. Et donc, j'encourage toutes les femmes vraiment à vous faire consulter, contrôler de manière régulière, c'est important. Et donc, je découvre ça, je me dis, ok, dingue. Je décide de changer de gynéco parce que je me sens absolument pas écoutée, accompagnée, soutenue. Une amie me recommande une gynéco femme parce que du coup, j'ai été suivie que par un homme, même pendant ma grossesse, accouchement, etc. Et donc, je rencontre cette femme et elle me fait relativiser en m'expliquant que potentiellement, le virus était déjà présent en moi. Elle te rassure. Voilà, mais qu'à cause du choc émotionnel que j'ai vécu, il a pu se développer de manière exponentielle. Et donc, du coup, je me dis, OK, effectivement, ça a du sens. Bon, maintenant, comment est-ce que je peux me soigner ? Bien sûr. Donc, elle me dit, on va contrôler. Si vous voulez, je fais partie des rares gynécos en France qui vaccinent contre le vaccin. Parce que généralement, on le fait pendant les premières années de rapports sexuels, mais ensuite, après, on ne vaccine pas. Et à l'époque, on vaccinait que les femmes et pas les hommes, alors qu'il faudrait vacciner les deux. Et donc, du coup, elle me fait la série des 3 vaccins. Et 6 mois après, on refait un contrôle. Et là, rebelote, je les ai encore, tu vois. Et donc, je me dis, mais c'est pas possible, mon système immunitaire, il est complètement flingué. Alors que j'ai une hygiène de vie de dingos, que je fais du sport à la mort, que je dors, enfin, à part la partie stress qui a été importante, mais le reste, tout va très bien, tu vois. Malheureusement, qui est trop souvent sous-estimé dans le déclenchement de ce genre de problème de santé. Mais, tu vois, tu viens absolument de le résumer. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, le stress représente 70% des maladies. Mais complètement. Voilà. Complètement. Donc, une fois que tu as dit ça, tu as tout dit. Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, c'est pas possible que mon corps n'arrive pas à se défendre. Je vais voir cette dernière consulte en novembre. Et là, elle me sort un truc lunaire. Je lui dis, OK, alors qu'est-ce que je peux faire en fait ? J'en sais rien. Faire des analyses, bilan, je sais pas quoi. Et là, elle me sort, non, vous faites une cure de 6 mois de probiotiques. Pardon ? Parce que ça va régler mon problème de papillomavirus, genre. Mais j'étais hallucinée. J'ai dit, OK, allez, c'est bon. Ciao. Ça m'a saoulée. Et donc, j'ai commencé à faire mes recherches. Et là, je découvre diagnostic fonctionnel. Et je me dis, mais je veux faire ces analyses-là. J'ai envie de savoir ce qui se passe à l'intérieur de moi, en fait. Donc, ça consiste en quoi ? Alors, diagnostic fonctionnel, l'objectif, c'est d'essayer, à travers des laboratoires, de comprendre pourquoi est-ce que le corps dysfonctionne. D'accord. Normalement, le corps est fait pour, à chaque fois, être en état d'homéostasie. Oui. Homéostasie, équilibre. Tu connais. Sauf que notre environnement externe, aujourd'hui, le met dans un tel état de stress que ce stress en devient chronique. Ouais, stress oxydatif, Exactement. environnemental, etc. Bien sûr. Et qui va avoir un impact sur tout notre corps. Nos glandes surrénales, notre foie, nos intestins, notre mélatonine, nos organes vitaux, nos hormones, tout. Bien sûr. Et donc, du coup, je me dis, mais en fait, mais c'est clairement ce qui m'est arrivé là. Je suis en train de faire, tu vois, le comme lien. si tu faisais une énigme en fait. Ouais, bien sûr. Essayais de trouver la source, quoi. Et donc, je me suis dit, mais en fait, je veux comprendre, je veux essayer d'avoir un maximum d'infos sur ça. Et puis surtout, en fait, je veux aider des gens comme moi qui en ont ras-le-bol de cette médecine qui met les gens dans une situation de errance permanente. Et je veux pouvoir apporter ça à mes clientes, en fait. Bien sûr. Et donc, je me suis lancée dans cette formation, en parallèle, du coup, de ce que je fais aujourd'hui, évidemment. Bien sûr. Mais qui est très complémentaire, finalement. Qui est hyper complémentaire. Et du coup, tout faisait du sens parce que quand on pratique le drainage, on relance la circulation des liquides. Couplé à l'ostéopathie, si jamais il y a des blocages, du coup, ça permet vraiment de s'assurer que les liquides circulent bien, qu'il n'y ait pas de blocage. Mais pour autant, des fois, je me retrouvais avec des clientes où il ne se passait rien. En fait, tu vois, le corps était complètement bloqué, métabolisme bloqué. Et donc là, en fait, aujourd'hui, je suis capable de trouver les blocages grâce à ces analyses. Et c'est incroyable.
C'est incroyable. Donc, c'est des analyses sanguines? Alors, on a analyse sanguine, salivaire, urinaire et sel. Ah oui, On a la totale. La totale. Donc, en fonction, en fait, des profils, de ce qui ressort dans le premier diagnostic que j'aurais fait, Ouais, ça va me permettre de voir où les dysfonctionnements sont majoritairement d'accord, et du coup de cibler les analyses en conséquence. d'accord, En fonction de cette première consultation, il y a une première reco de suppléments qui est donnée. d'accord. Qui sont donc forcément adaptés à ce Et que les c'est du analyses nous sur-mesure. ont donné. Ok. Voilà. Et du coup, ça m'a fait également revenir sur l'autosupplémentation. Ouais, Parce que je suis désolée, mais c'est génial. Ça nous a donné accès à plein de suppléments. Le fait d'être sur les réseaux, tu ouais, vois, ouais, tu reçois d'un coup, t'as un problème digestif, des troubles, ouais, ballonnement, vas-y, prends ça. ouais. Mais en fait, pourquoi t'as ça? Hmm. C'est C'est en ça. fait ça qu'il faut En fait, ce comprendre. qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est comprendre la cause et savoir si ce que tu vas mettre en place va avoir un réel intérêt pour que tu ailles mieux. Oui. Mhm, Ce que ne fait pas la médecine traditionnelle, puisqu'on va traiter les symptômes et pas la cause. mhm. Moi, ce que je veux, c'est trouver la cause. Ok. Voilà. Donc aujourd'hui, tu t'es formé à ça. Oui, Tu es capable de proposer ces services-là en oui, complément à l'atelier. complètement. C'est assez récent, hein, tu as Oui. commencé Il y a un mois, même il y pas. a très peu de Oui. temps. Et tu as déjà des premiers résultats, tu as déjà des premiers retours. Alors, oui, pas encore sur la partie analyse, parce qu'en Ouais, fait, au moment où on fait une analyse, il faut attendre à peu près 4 semaines de délai pour pouvoir avoir les résultats. d'accord. Mais par contre, j'ai déjà des premiers retours sur la reco en supplément que j'ai pu donner. Génial. Et ça, c'est dingue. C'est trop fort. Mais déjà, quand je ressors d'un soin, tu n'imagines pas tout l'amour que je reçois. Je pense que toi aussi, parce qu'on rencontre des gens incroyables. Ouais. C'est ce que je le dis. Je me sens tellement chanceuse, tellement reconnaissante. Je pense que dans n'importe quel autre job, j'aurais jamais rencontré des gens comme ça. Ouais. Tous les jours, je rencontre des gens incroyables qui touchent mon cœur, Mhm. qui touchent mon âme. Ça me nourrit. Je leur donne tout ce que je peux leur donner. Et rajouter ça en plus comme corde à mon arc, ben, franchement, c'est le 7e ciel, hein. Écoute, un 7e ciel qui me donne tellement envie, je pense que je m'y engage. Avec Je vais le plaisir. faire, ce diagnostic Avec fonctionnel. plaisir. Tu Et sais, cette phrase-là, je l'aime beaucoup, mais elle est très juste. Parce qu'ils en parlent beaucoup aux États-Unis. Souvent, un entrepreneur, il connaît toute sa data, son chiffre d'affaires, mm, les heures qu'il mm, fait, et bien plus loin. mhm, Mais il connaît zéro data de son corps. mhm, C'est quoi son niveau de cortisol? mhm. Comment est-ce qu'elle fonctionne, ses glandes surrénales? Son niveau d'hormones? Comment est-ce qu'il est, son gut, tu vois, Ouais, ses intestins? ouais. Tout ça, personne ne le sait. Alors, tu vois, moi, j'ai pas l'habitude de parler à l'envers. Je sais qu'on est toujours pressé par le Oui. temps et tout ça. Je vais le faire avec toi. Super. On en fera une vidéo ou un truc ou Avec un plaisir. article ou un Avec machin et on le plaisir. partagera. Avec Parce plaisir. que je pense que c'est quelque chose, encore une fois, dans lequel tu t'embarques, qui est très avant-gardiste. Oui. Et je pense que tu as cette intelligence-là aussi, Mm. d'être intéressé par des projets qui n'existent pas encore, qui ne sont pas encore suffisamment développés et qui sont pour autant dans l'air du temps Oui. et qui deviennent très importants parce que je pense, et tu le sens, parce que forcément les gens que tu reçois à l'atelier ont cette démarche de vouloir aller bien, de comprendre un peu mieux comment leur corps fonctionne, pourquoi leur corps réagit comme ça à telle ou telle situation. Moi, c'est pareil. Dans mon métier, j'ai des gens qui, aujourd'hui, sont plus intéressés par le bien-être sur le long terme que avoir des belles fesses pour cet été. Tu vois? Merci. Donc, ça m'intéresse. Et je suis passionné aussi par les choses que je ne connais pas ou j'ai envie de découvrir. Donc, on va faire ce Avec diagnostic plaisir. ensemble. Avec Et je te plaisir. jure, on va en faire quelque chose. Avec plaisir. Euh, Et tu sais, ça résonne beaucoup ce que tu dis, parce que en fait, j'arrête pas d'en parler. mhm. Le drainage lymphatique, c'est pas un massage qui fait maigrir. Je ne cesse de le dire. Il n'y a pas de pilule magique, en Tout fait. comme il n'y a pas de pilule magique qui vont t'aider à perdre du poids. Quoi. Lève Complètement. tes fesses, fais des efforts, Complètement. mange mieux, va à la salle, Dors. dors, tu vois. Et puis prends effectivement des chemins un petit peu annexes vers le drainage, vers des diagnostics qui vont te permettre de comprendre comment ton corps fonctionne pour pouvoir atteindre tes objectifs. Pas seulement dans 2 mois parce qu'il va faire beau ou parce que tu dois rentrer dans ta robe pour un mariage, mais parce que tu as envie d'aller bien sur le long terme et tu as envie d'essayer de combattre le stress que nous donne un peu cette vie du quotidien parfois, qui est pas évidente à gérer. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que se recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire son corps et son esprit, c'est ce qui nous permet de pouvoir naviguer correctement dans les choses qu'on veut faire au quotidien. Quoi. Donc c'est très important que tu le dises. J'ai rebondi sur ce que tu as dit, C'est- vraiment, parce que. c'est gentil. Et longévité, pour moi, c'est mon mantra, quoi. C'est la clé. C'est clair. Théanie, j'ai passé un moment hors du temps. Moi Ah, mais aussi. c'est vrai. C'était génial. J'ai l'impression qu'on a
qu'on a pris notre temps et en même temps, c'est passé hyper vite, Oui. comme d'hab. Je suis très reconnaissant du temps que tu m'as accordé et Merci de, d'avoir organisé ça, et de vraiment. tout ce que tu m'as partagé aussi, qui était très personnel, très intime. Et à chaque fois, je suis très touché parce Mmh. que tu m'accordes ta confiance et je ne prendrai jamais ça pour acquis. Euh, Merci beaucoup. Je peux rien te dire de plus. Et puis, je te souhaite tout le meilleur parce que Mmh. pour moi, tout ce que tu es en train de mettre en place, tu le mérites. Tu travailles très fort pour Mmh. et tu continues à essayer d'évoluer, à te remettre en question, à avancer sur tes connaissances personnelles et à faire et à développer ça pour finalement, oui, il y a la partie business, mais aussi aider et assister un maximum de femmes et d'hommes pour pouvoir aller mieux et se sentir mieux parce que oui, messieurs, nous aussi, on peut venir faire du drainage. Oui, messieurs, nous aussi, on a besoin de faire des diagnostics fonctionnels. Ça fait partie de la vie et ça fait partie des développements qu'on doit avoir, nous, en tant qu'êtres humains, pour aller mieux et être un peu plus en harmonie avec notre corps. Merci beaucoup. Merci à toi, vraiment. C'est incroyable. On se revoit Oui, très bientôt oui. pour le diagnostic. Je te jure, j'ai qu'une parole. Prends soin de toi, Théanie. Merci, toi aussi.